Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Pour Brian Magnus, il n'y a que deux chemins dans la vie. Soit tu t'élèves, soit tu tombes. L'homme n'est inachevé mais perfectible, et c'est ce qui donne un sens à sa vie. Progresser, s'épanouir, se maximiser d'une façon ou d'une autre. Brian fait partie de ces gens pour qui l'exploration de son potentiel n'est pas un choix, mais une nécessité. Entrepreneur, coach en développement personnel, druide des temps modernes, il s'amuse à refaire les annales du bac sur son temps libre, prône une vie minimaliste en connexion avec la nature, tout en passant un tiers de ses journées à se passionner pour l'immobilier et les crypto-monnaies. Oui, Brian est plein de paradoxes assumés, car il a décidé de vivre sa vie avec intensité, et que sa curiosité le pousse toujours vers l'avant, pour sortir de sa zone de confort, pour comprendre le monde, pour aider son prochain. Encore un bien bel épisode, plein de sagesse, de philosophie, de puissance et d'énergie vitale. Belle écoute! Salut Brian! Salut David! Écoute, j'ai l'habitude de commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion où tu peux me raconter quelque chose de cool qui t'est arrivé cette semaine ou l'énergie avec laquelle tu viens ce matin, ou bien au contraire, s'il y a quelque chose d'un petit peu négatif que tu aimerais déposer avant cet enregistrement, tu peux le partager. Alors, je vais essayer de rester positif, mais pour le coup, j'ai quelque chose de très précis, donc ça tombe bien, puisque je suis je suis en jeûne là, ça fait 3 jours, c'est le 3e jour, et donc je suis un petit peu dans cette énergie, je suis bien posé, je suis en cure, retrouver de la santé, essayer de retrouver la faim. Tu vois, la faim. Donc, j'ai la dalle, j'ai plein de projets, il fait beau, tout va bien, grosse énergie. Et je suis content d'être là. Donc, j'adore parler, j'adore jacter. Donc, j'aime les podcasts et merci pour ton invitation qui a pris du temps à se concrétiser. Mais ouais, j'ai hâte. Ça m'a permis justement, tu vois, c'est bien aussi de prendre un petit peu le temps de désirer les choses. On est dans une société un peu de l'immédiateté et avoir justement le temps de prendre le temps, c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus. Donc peut-être que c'est une bonne chose qu'on ait eu du mal à accorder nos agendas. Pour la petite parenthèse, c'est Steve Gentis que j'ai reçu dans l'épisode numéro 12 qui m'a recommandé de t'inviter. Et à chaque fois que je monte à Paris, j'ai un grand plaisir à aller dîner avec lui, à refaire le monde, à parler de plein de sujets. C'est quelqu'un que j'adore. Et il m'a parlé à plusieurs reprises de Brian et donc il m'a recommandé voilà de creuser un petit peu, d'aller découvrir un petit peu ton univers. Et je suis assez curieux, assez impatient. Du coup, moi, je te fais vite fait mon petit tour d'inclusion aussi, mon petit check-in. Très content, du coup, effectivement, évidemment, de t'entendre. Et puis aussi d'avoir pu m'entraîner ce matin parce que ce week-end dimanche j'ai été faire du cheval sur le cheval de ma copine, à savoir que moi je suis pas du tout un grand cavalier, mais elle fait du cheval à haut niveau, donc de temps en temps je l'accompagne et je monte un petit peu dessus. Et il avait tendance à toujours vouloir aller brouter tu vois les herbes sur le bas-côté, et elle me disait il faut que tu lui montres qui est le dominant. Alors je fais ok, bon, je vais lui montrer qui est le dominant, mais il faut dire quand même que c'est une grosse bête, tu vois, donc je me sens un petit peu intimidé. Et donc j'essaie de le remettre sur le droit chemin, et puis je commence à y arriver un petit peu, donc je suis assez fier de moi. Et puis au bout d'un moment, ça part en coup de cul saut de mouton, et je vole, je m'éclate par terre. Et du coup j'avais mal au moyen fessier, à l'os iliaque, et donc et tu sais quand t'aimes bien le mouvement, et ben tu te sens vite frustré d'être limité justement dans tes mouvements. Donc je suis content parce que ce matin malgré tout j'ai pu m'entraîner, et donc je suis plein de cette belle énergie. Mais justement, tu vois, tu me disais un petit peu que tu étais un explorateur, que t'adorais tester un tas de choses. Qu'est-ce qui t'a donné envie initialement? Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans ce monde de l'exploration du potentiel humain? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser? Déjà, je pense que c'est inné et que ça fait partie de l'élan vital de tout mammifère et encore plus de tout humain. Je pense qu'on a tous l'envie de progresser, de s'épanouir, de se maximiser d'une façon ou d'une autre.
Après, chacun développe une idée de ce que ça veut dire concrètement tout au long de sa vie. Moi, je pense qu'on a un tempérament et des valeurs assez aventurières je sais pas si ça se dit comme ça, dans ma famille. Donc, je pense qu'à la base, ça vient de là. Et ensuite, ça a été. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord la quête de plus philosophique, c'est-à-dire depuis très jeune, j'avais un peu la recherche des vertus, de la justice, et puis c'est devenu le bouddhisme, etc., la philo. Mais de façon parallèle, moi, je suis quelqu'un qui a eu pas mal de fragilité physique, de l'asthme, de l'allergie, des intolérances, etc. Et dans le même temps, je faisais des sports de combat. Et comme je te dis, on a une famille où on aime bien quand même plus ou moins performer. Donc, fallait que je trouve des solutions. Et en fait, je me rends compte, au bout de 20 ans, on va dire, au bout au moins de 15 ans, que c'est ces problèmes qui m'ont fait rechercher des solutions, tu vois, clairement. Euh, et ensuite, peut-être ça devient addictif, mais en tout cas, je sais que j'ai un tempérament où j'ai pas peur de l'inconnu, j'ai besoin d'ouverture, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de nouveauté. J'ai une capacité à synthétiser la complexité et l'information importante, donc je pense que j'ai d'autant plus besoin d'aller faire plein de choses pour que mon cerveau ait quelque chose à mâcher, à créer derrière. Donc voilà, je dirais ces deux choses-là. Les trois choses, je dirais que c'est inné pour tout le monde. Deuxièmement, c'est un tempérament. Et troisièmement, ça vient du besoin. Et ça, c'est souvent une leçon de vie. C'est tu fais ce dont tu as besoin. Les thérapeutes, c'est souvent les gens qui ont les plus de problèmes. Et donc, si moi, je suis un coach en développement perso, c'est probablement que j'ai eu plus de problèmes aussi que la norme. Non, c'est sûr, pour aider des gens à régler leurs problèmes, il faut déjà les avoir rencontrés, sinon c'est difficile de les comprendre. Mais j'aimerais bien revenir sur ce côté inné que tu partages, parce que j'ai l'impression que parfois, la société a tendance à nous faire converger vers une voie du milieu. Tu vois tes collègues vivent d'une certaine façon, autour de toi on vit d'une certaine façon, donc tu te dis c'est normal, c'est ça la façon normale de vivre. Et t'en perds la capacité à te poser des questions, à te demander si justement c'est la meilleure façon de vivre pour toi, et un petit peu ce besoin d'aller chercher plus loin, de s'élever, une élévation de l'âme, une élévation du corps. Tu vois cette envie d'être toujours une meilleure version de soi-même. Moi, elle m'anime profondément et j'ai l'impression qu'elle me nourrit à un point extraordinaire. Et pour autant, j'ai pas toujours été comme ça. Et depuis que je suis sur ce chemin un peu d'exploration du potentiel humain, je me suis jamais senti aussi bien, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement. Ça a vraiment transformé ma vie à tout niveau. Et pour autant, il y a une part de moi qui se dit que j'aurais pu passer à côté. J'aurais pu rester entre guillemets dans le rang, même si j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours aimé essayer d'être une meilleure version de moi-même. Tu vois, j'aurais pu passer à côté de cette intensité de la vie. Et toi, tu penses que c'est quelque chose qui est plutôt inné. Alors, peut-être qu'on l'oublie au bout d'un moment. Peut-être que quelque part, dans l'adolescence ou le jeune âge adulte, on finit par oublier cette richesse de la vie, cette richesse des aventures que tu peux vivre. On est peut-être un petit peu trop tourné vers le fait d'avoir une carrière, de s'acheter une maison, du coup de gagner de l'argent, de rembourser son crédit, etc. Et puis justement, cette façon qu'on a de rentrer dans le rang et de faire un petit peu comme tout le monde, et on en perd toute la beauté des opportunités que la vie, que le monde nous offre. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire. L'année dernière, par exemple, j'ai fait ma première ascension d'un 4000 mètres. C'est une expérience qui m'a profondément marqué et que j'ai adoré. Et pour autant, il y a plein de gens qui auraient jamais l'idée de le faire. Et je dis pas que tout le monde doit le faire, mais simplement cette envie d'aller chercher plus loin, d'aller découvrir plus, d'aller explorer, d'aller vers l'avant. Qu'est-ce que tu en penses? Comment le faire, ou comment on réveille ça chez les autres? D'abord, je pense qu'on n'est pas égal dans rien déjà, mais face à cette énergie ou ce besoin. Ça, c'est une des choses aussi qu'on n'aime pas trop dire, mais il y a une distribution des gens sur une grande courbe de toutes choses, que ça soit au niveau intellectuel, que ça soit au niveau du besoin de nouveauté, que ça soit au niveau du courage, etc., etc.
Et donc, mais il faut se connaître. Il faut savoir peut-être où est notre capacité actuelle, peut-être notre capacité potentielle maximale, mais savoir que chacun a son chemin parce que chacun a ses capacités, chacun a voilà son destin ou son histoire, peu importe en quoi on croit. En tout cas, je pense vraiment qu'on est différents là-dessus. Et ensuite, c'est le chemin humain. Pour moi, il y a deux orientations. Il y a deux directions en fait de vie. Et d'ailleurs, tu peux changer du jour au lendemain et revenir à l'un et à l'autre. Mais soit tu t'élèves, soit tu tombes vers le bas, tu t'abaisses. Au niveau sociétal, donc ça, je veux dire, ce cycle, tu peux t'élever et essayer d'être la meilleure version de toi-même, être enthousiaste, être ambitieux, avoir envie d'être en bonne santé un jour et puis le lendemain peut-être un petit peu moins. Ça peut être cyclique. Après, il faut voir si la moyenne de tes cycles va vers le haut ou pas. Et c'est pareil au niveau des groupes. Je dis ça par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Mais au niveau sociétal ou civilisationnel, on va forcément être parfois dans des cycles où tu as l'impression qu'on tire les choses un petit peu vers le haut. D'autres fois, peut-être comme je pense actuellement, où c'est un nivellement vers le bas. Et donc là où ton groupe, où les gens autour de toi, comme tu dis, peuvent se dire mais c'est pas normal, pourquoi tu fais ça, etc. Moi j'aime bien juste me dire que quand tu comprends où t'es par rapport à, tu sais, sur 100 personnes statistiquement, si tu sens que t'es dans les 10% ou les 20%, peu importe, c'est pas pour être meilleur, mais tu sens que de en toi tu es dans les 10% qui ont besoin de plus d'aventure, il faut comprendre que 9 personnes sur 10 que tu vas rencontrer vont pas comprendre ce que tu fais ou vont trouver que c'est un peu extrême. Si tu es dans la moyenne, tu vas trouver que la plupart des gens sont comme toi et il doit y avoir des domaines pour lesquels c'est le cas et pour d'autres où c'est moins le cas. Et moi, je trouve que c'est important, ça te permet de pas trop juger, tu sais, ça te permet de dire ah ben c'est normal en fait que si déjà je pense que je suis un tout petit peu spécial là-dessus, je vais avoir 2 tiers des gens qui vont me paraître pas assez, tu sais, aventureux, par exemple. Mais après, comment réveiller l'étincelle? Quand tu grandis, pour moi, l'adolescence, c'est le moment où tu commences à vouloir te rebeller, c'est-à-dire tu commences à vouloir essayer de te positionner, te poser des questions, des valeurs, ce qui est vrai, ce qui est juste, etc., ce qui est bon. Et en général, c'est cette période où ton idéal, donc ta vision ultime, ta meilleure version, etc., il est le plus vif. Tu sais, c'est un peu l'allégorie de la caverne. Mais après, selon ton groupe social, ton éducation, ton destin, peut-être ta force intérieure, tu vas plus ou moins euh, obscurcir cet idéal au fur et à mesure des besoins aussi de la vie, des difficultés et je dirais des faiblesses, jusqu'à ce que il soit bien empoussiéré, quoi. Donc le but, c'est de raviver la flamme. C'est pour ça que dans tout ce qu'on fait, la dernière formation que je l'avais nommée reprendre le flambeau, c'est reprendre le flambeau de sa propre vie. Et souvent en fin d'email, je dis, j'espère que ce billet a permis une petite étincelle, tu vois, parce que c'est vraiment ça que je pense. Il faut dépoussiérer son idéal. Il faut au quotidien ritualiser ça, se raviver parce que c'est pour moi le chemin humain, c'est que tu passes la nuit, t'es couché, tu te mets en verticalité le matin, justement pour essayer d'élever un petit peu ton animalité et essayer de raviver ta flamme, ton enthousiasme, etc. Sinon, tu redeviens un mammifère et tu retombes dans l'automaticité, on va dire. Oui, bah, je pense que c'est un petit peu ce que j'essaie de faire aussi avec ce podcast, avec les différents invités que je reçois, où chacun, à leur manière, participe à éveiller les consciences, ou en tout cas à donner un terreau de réflexion à chacun qui leur permet justement de voir les choses un peu différemment. Je dis pas forcément qu'il faut tout prendre et être d'accord avec tout ce qui est partagé, mais à chaque fois, ça te permet de te demander justement, est-ce que ce que je prends pour normal l'est réellement? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin qui existe? Et si oui, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller essayer de l'explorer un petit peu et de voir s'il peut pas m'épanouir un petit peu plus, me rendre un petit peu plus heureux? Et j'ai bien aimé ta métaphore de soit t'essaies de t'élever, soit t'es nivelé par le bas.
Et justement, tu vois, dans cette un petit peu quête de la performance, même si on parle pas forcément de performance physique, ça peut être aussi de la performance intellectuelle ou même philosophique, etc., d'essayer d'être tout le temps une meilleure version de soi-même. D'un côté, évidemment, je partage ça et je trouve que c'est hyper épanouissant, hyper enrichissant et peut-être l'une des missions de vie principales de l'homme. Et pour autant, je me demande dans quelle mesure est-ce que ça peut pas être excessif. Tu vois, c'est une sorte de drogue aussi. T'es addict à ça. T'as toujours envie d'apprendre plus, d'aller découvrir plus, d'aller faire plus, etc. Et cette quête du toujours plus, elle te pousse un petit peu dans un tourbillon de la vie où t'optimises ton temps, où t'optimises un petit peu tout. Et là, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi un bienfait à revenir à une vie peut-être un petit peu plus simple, tu vois, un peu plus normale, entre guillemets? Ouais, mais franchement, là, ça va peut-être être abstrait ou un peu subtil ou quoi, mais pour moi, c'est ce qui est plus important dans l'approche à avoir pour sa vie. C'est soit tu montes tout et tu fais converger, tu vois, vers quelque chose d'équilibré, de sain, d'harmonieux, soit quand t'es même, soit quand tu retombes, que ça soit un nivellement par le bas, que ça soit ne pas avoir trop d'enthousiasme, ou que ça soit tout sous-divisé, subdivisé pour améliorer, calculer, optimiser. Pour moi, c'est les mêmes énergies, c'est des énergies qui vont vers le bas en fait, parce que parce que t'as pas cette synthèse, t'as pas ce point, cet idéal qui tire les choses vers un point convergent. Dans Spearfit, clairement, dans tout ce qu'on fait, quand il y a une recherche d'optimisation ou d'amélioration, il faut jamais oublier le but ultime qui est l'équilibre et l'harmonie. L'harmonie de tous les corps, l'harmonie de tous tes plans. Et pourquoi j'utilise l'harmonie plus que l'équilibre? Là, tu vois, je pense que je l'ai dit 3 fois plus que l'équilibre. Parce que l'équilibre, ça rappelle le bon vieux juste milieu bouddhiste. Et moi, de mon expérience, j'ai la sensation que les gens comprennent le juste milieu, tu sais, il faut un juste milieu, par le néant ou tout tempérer, la stabilité, la stagnation. Or, rien de vivant ne peut être en harmonie comme ça. Et ce que j'aime dans le mot harmonie, c'est que c'est comme c'est une musicalité. Il y a des rythmes, des cycles, des hauts, des bas, des pauses, des silences, des intensités. Et le tout est harmonieux. Le tout est et c'est un équilibre dynamique, tu vois. Et je pense vraiment que le juste milieu, d'ailleurs, c'était ça la métaphore la plus connue, tu sais, de Bouddha, euh, du juste milieu, c'est il est sur une barque et il entend le prof de guitare dire à son élève si tu tends trop la corde, elle va se casser. Si tu la tends pas assez, il y aura pas de son. Et donc on est bien dans la musique. Ça veut dire qu'il doit y avoir un petit peu de tension. Et moi, je pense aussi quand tu fais vibrer une corde de guitare pour créer un son, bah c'est haut bas haut bas haut bas haut bas haut bas, tu vois. Et après, il faut remettre une impulsion. Comme un rythme cardiaque, s'il stagne, c'est la mort. Et donc je sais même plus ce que c'était la question originale, mais moi je suis vraiment dans l'optimisation, c'est très bien, mais moi je suis pas du tout un biohacker. Je n'ai rien à cirer, franchement. Je l'ai fait sur pas mal de plans, mais je pense que ce qui est important, c'est expérimenter, travailler, progresser et après transcender, relâcher. D'ailleurs, c'est souvent ça dans l'ordre. Tu vois. D'abord, tu travailles le truc et après, quand tu as une certaine acuité sur les outils, tu relâches. Et là, j'utilise les mêmes mots qu'on a chez nous au niveau 1, niveau 2, tu vois. D'abord, tu travailles, tu développes, tu dis, tiens, mon temps, je peux bien l'organiser comme ça, comme ça. Et après, tu relâches et tu as dit, est-ce qu'il faut pas avoir une vie plus simple? Moi, je pense que, bon, ça vient aussi de mon éducation, mais la sobriété, c'est hyper important. C'est même plus beau que je trouve comme mot que le minimalisme, qui est encore une forme d'optimisation de tout. Là, je suis en jeûne, savoir être en bonne forme physique en mangeant moins, là pour le coup en mangeant pas du tout. Tu sais, ça fait partie de ça quoi. Tu te dis quel est quel est le minimum pour moi pour être en bonne santé, pour être en joie, on va dire, pour être heureux, pour être bien socialement, pour me sentir en progression intellectuelle et la progression dans le sens vivant, tu vois.
la plante, quand elle progresse plus, elle meurt. Donc, elle essaye pas de devenir une plante cubique, radioactive et ultra puissante constamment, mais elle veut toujours être en vie, quoi. Et moi, j'aime bien cette image. Ouais, j'aime beaucoup cette notion d'harmonie et la façon dont tu la partages. Et pour autant, quand t'es quelqu'un de passionné, que t'as envie, que t'es très curieux, que t'as envie de découvrir plein de choses et que voilà, que t'es attiré et animé par énormément de choses, c'est difficile justement de pas mettre beaucoup d'optimisation justement pour économiser du temps et pouvoir adresser toutes tes passions. Et sinon, ça te demande enfin moi en tout cas, ça me demande un vrai travail conscient de me canaliser, d'éviter d'aller explorer certaines choses qui me donnent envie, mais justement parce que j'en explore déjà assez et par manque de temps, tu vois. Et d'autant plus quand tu es entrepreneur, tu vois, moi, à côté de Limitless Project, de toute cette exploration du potentiel humain, de mes cours de physio, du mouvement, etc., de tout ce que je fais. Donc là, j'ai mélangé un petit peu la partie, entre guillemets, projet professionnel qui est Limitless Project, même si j'en gagne pas d'argent, mais on pourrait plus voir ça comme une activité. Et puis la partie, le moi personnel, qui est méditation, mouvement, sport, etc. Mais tu vois, tout ça, quelque part, ça me prend du temps et en parallèle de quoi je dirige une startup, tu vois. Et je suis père de famille. Donc, ça commence à devenir, c'est une vraie question pour moi de trouver un équilibre, une harmonie dans tout ça, pour être toujours à ma place en En tant fait, que c'est ce que tu CEO de dis. ma startup, pour être en même temps à ma place en tant que père de famille et en même temps pour continuer à explorer toutes les choses qui m'animent et qui me procurent profondément de la joie, tu vois. Mais en fait, tu viens de dire, ça me demande un effort conscient de canaliser. Mais en fait, pour moi, tout le travail personnel, ce n'est que ça. Tu vois, c'est de faire un effort conscient au quotidien sur ton équilibre. Donc, certains, ça va être canalisé, des gens qui ont ton tempérament, par exemple, ton personnalité, et d'autres, ça va être de se réveiller un petit peu, tu vois. Euh, Nous, dans les 6 plans majeurs sur lesquels on bosse, on va dire au niveau mental, tu as un côté d'ouverture mentale qui est tout ce qui est investigation, études, et tu as un côté de canalisation, tu vois. Donc, une fois que tu as juste ce schéma en tête, tu sais dans les moments où tu es trop dans cristalliser, faire, être concret, etc., que des fois tu deviens un petit peu borné et tu as besoin de réouverture. Et au contraire, des gens qui ont plus de mal à se canaliser, tu le vois très très rapidement comment ils parlent et comment ils sont physiquement et tout. Mais toujours plein d'idées, toujours envie de faire plein de choses. Mais des fois, il faut allez, on stoppe ça pendant 2 mois et tu sais, on ferme. Mais en fait, c'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant, je suis content que Spearfit, j'ai pas besoin commercialement ou financièrement de cette vie dessus. C'est que pour moi, tout ça, c'est que de la chaîne de transmission humaine. C'est un travail infini, c'est un travail à vie. Et c'est pas un travail infini dans le sens où tu peux toujours faire mieux. Pour moi, c'est un travail infini dans le sens où il faut le faire tous les jours. Tu vois? Et donc, on le fait tous les jours comme nos ancêtres. Et après, si on arrive à transmettre des choses intéressantes, ben, qu'il en soit ainsi. Parce que là, à date, du coup, tu as Spearfit, tu travaillais encore chez Brenos que tu as créé. Ouais, Et ouais. en plus de ça, tu as toutes tes fondations personnelles d'exploration, d'hygiène de vie, etc., de philosophie, de méditation, je suppose. Ouais, complètement. J'ai donc Spearfit Oppidum, on va dire c'est Spearfit slash Oppidum, qui est une entreprise, donc j'ai pas mal d'activités dedans. Euh, Développement personnel, on va dire ça comme ça. Ensuite, Brenos, donc je suis cofondateur et je suis toujours dans la direction avec Romain. Et oui, à côté de ça, moi, je voyage beaucoup. Là, je suis à l'étranger. J'aime découvrir plein de choses dans l'investissement. Moi, j'ai fait mes études en Angleterre, donc j'ai aussi un côté vachement commercial, technologique, études, etc. Je pense que je passe un tiers de ma journée, tu vois, sur tout ça, technologie, investissement, etc. Donc Euh, à apprendre. Apprendre, investir, gérer, tu vois. Ok. Donc, c'est pour ça que je suis à l'étranger là aussi et j'ai passé la moitié de ma vie hors de la France. Donc, ça c'est ma deuxième identité aussi. J'ai besoin de m'adapter, j'ai besoin d'apprendre des langues, j'ai besoin d'aller dans l'immobilier, j'ai besoin d'aller dans la crypto, j'ai besoin de tout comprendre, tu vois, et de faire des choses. Ça me prend vraiment un tiers de mon temps. Et à côté, oui, la santé, c'est un des piliers, hein, mais
Ouais, donc je partage ma journée entre mon, mon équilibre personnel et l'évolution de Spearfit, Brenos, et puis toute cette autre partie de socle d'apprentissage et financier, on va dire, quoi. C'est marrant parce que la partie financière, immobilière, crypto-monnaie, etc., ça répond plutôt à une logique justement d'investissement, de rentabilité, de rendement locatif, etc., qui pourrait peut-être sembler opposé à la logique de sobriété. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait. Après, je t'ai pas parlé de rendement locatif forcément. Je pense que moi, j'ai toujours aimé les paradoxes dans la vie. Euh, et en fait, j'ai grandi en Chine. Et depuis petit, mon père notamment, il a vachement. Tu vois, on allait se coucher, on avait des histoires de Chuang Tzu, c'est des grands maîtres en taoïsme. Et les Chinois, ils adorent les paradoxes. Tu sais. C'est vraiment une. D'ailleurs, même dans les Asiates en général, dans le Zen, c'est un petit peu pareil avec les Koans. Euh, En fait, la recherche de nuances, la compréhension transcender un peu les polarités, même si c'est des grands mots, tout ça, pour moi, c'est important. J'ai été vegan, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai été activiste. De l'autre côté, ça me dérange pas d'être dans la spéculation immobilière. J'y réfléchis. Des fois, je suis genre, est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oui, bon, voilà, j'avance. À côté de ça, je suis très concurrentiel quand je suis dans une entreprise, j'aime ça. À côté de ça, je fais des sports de combat. Quand je suis sur le ring, je suis assez agressif. Et, et je pense que pas mal de gens qui cherchent un petit peu à être bons, moi j'ai beaucoup de mecs en coaching qui, en coaching ou même juste tu vois, avec qui je parle, qui n'arrivent pas à concilier leur vraie puissance intérieure, leur violence, à intégrer leur violence, à la transcender, cette énergie de vie, et, euh, et à être bon ou à se sentir aligné dans ces valeurs-là. Euh, et je trouve que l'activisme non nuancé, peu importe le sujet, que ce soit la nutrition, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, c'est un manque de maturité pour moi de vie. Moi, je le vois vraiment comme ça. Après, je considère pas que tout ce que je fais, tu vois, c'est supérieur à qui que ce soit. J'essaie vraiment de faire au mieux. Je pense que j'ai des idées très, très, très posées, mais en fait, c'est trop dur d'être comme ça. Moi, j'ai un cerveau qui marche à 10 000 et j'essaye d'être le plus carré avec mes valeurs, avec mes actions. Je sais pourquoi j'essaie de créer un socle financier. Je sais pourquoi je gagne pas d'argent sur mes stages de Spearfit, etc., tu vois. Mais je veux pas demander la même chose aux gens parce que ça me paraît trop complexe et je me dis déjà essaye de ton expertise, essaye de bien la faire, essaye d'être un petit peu conscient de tes choix, mais sur le reste, faut que l'énergie soit fluide, tu vois. Il faut que l'énergie animale, elle vive en toi et les choses vont s'équilibrer d'elles-mêmes. Donc ouais, je sais pas si ça répond à ce point, mais Si, bah, on retrouve cette idée d'harmonie, tu vois, entre le côté chef d'entreprise, compétiteur, les sports de combat, etc. Et puis de l'autre côté, la partie plutôt méditation, philosophie, la bienveillance aussi que tu essaies de transmettre, le coaching, tu vois, Spearfit, on voit bien que c'est pas un projet qui a pour but de te faire gagner de l'argent, mais plutôt une logique de transmission, d'alignement vis-à-vis de toi-même, de ce que tu as compris dans la vie, de ce que tu as envie d'offrir aux autres, tu vois, donc qui est beaucoup plus tourné vers le partage. Et puis quelque part, tu vois, toute la partie entre guillemets capitalistique permet aussi d'avoir un socle financier suffisant pour avoir cette bienveillance, pour te dire bah, je peux me permettre de faire un stage d'une semaine, de pas gagner d'argent dessus parce que je sais que derrière bah, j'ai déjà de quoi vivre et donc j'ai pas besoin de ça pour vivre, tu vois. Et tu donc sais, le capitalisme et le communisme, la droite, la gauche, et faire de l'argent versus le répartir, ça, c'est une polarité yin-yang qu'on a en nous depuis toujours et qu'on aura toujours, que les gens captent absolument pas. Il n'y a pas un mec en politique qui te sort des trucs comme ça, à part peut-être en ce moment justement qui change un peu la donne, je trouve, juste sur le débat. Mais c'est hyper important parce que moi, avec Brenos, mon idéal, c'est de créer notre propre spiruline localement, etc. Ok, très bien. Ensuite, il y a la réalité des choses. Est-ce que tu essaies de concilier les deux
Ou est-ce que tu te dis, moi, l'idéal de la nutrition, je m'en balèque, ou de l'autre côté, moi, faire de l'argent, je m'en balèque. Non, excuse-moi, les deux sont vrais, donc essayons de se dire, écoute, sur ça, je fais un compromis, sur ça, non, mais tu peux en être conscient, tu vois, tu peux choisir. Moi, je sais qu'il y a plein de choses dans Brenos que j'aimerais améliorer. Pour l'instant, c'est pas possible, ou on n'y arrive pas. Mais de l'autre côté, je pense qu'on est très très bien. Et je voulais dire, moi, j'ai un truc qui m'a aidé, ou qui m'aide, c'est que, j'utilise un peu moins en ce moment, c'est que j'ai un peu deux versions dans ma vie. Il y a la vérité relative et absolue. L'absolu, c'est le spirituel. J'en veux à personne. Je pardonne tout le monde. Chacun est dans son chemin de vie. Chacun essaye d'être le meilleur possible. Il pense avoir raison. Il cherche la vérité. Il n'y a pas de souci. Tu vois. Même mes pires ennemis ou nos pires ennemis, tu vois. Et je pense que je le ressens un petit peu en moi. Tu vois. Il y a vraiment. Par contre, après, il y a la jungle. C'est la vérité relative du moment, temporaire, sociétal, etc. Et là, je choisis mon camp. Quand je suis Brenos, c'est Brenos. Quand c'est la France, c'est la France. Quand c'est ma famille ou ma maison, c'est ma famille ou ma maison. Quand je suis sur le ring, c'est moi. Et quand c'est l'oppidum, c'est l'oppidum. C'est pas les autres. Et cette dichotomie, c'est encore un paradoxe que je trouve que en fait, les gens trop civilisés ne comprennent pas parce ils veulent pas vivre ils ont peur de vivre la chose vraie et ils refusent que tu puisses avoir ces deux versions, tu vois. Et je pense que tu as la version intemporelle, tu tends vers ça, mais tu as le concret. Tu as le concret, c'est que moi en stage, si tu es un mec qui parle en stage de Spearfit, si tu ouvres tout le temps ta gueule, je vais te casser devant tout le monde. Et je vais pas m'excuser. Et on pourrait dire, putain, mais on est en stage de méditation, tu sais. Ouais. On est en stage de vivre ensemble et on est là pour essayer de se faire grandir les uns les autres. Donc, j'ai toute la bienveillance, je veux t'aider, mais je suis dans mon rôle. Tu jactes trop là, tu vois. Ou t'as trop peur du physique et tout, on va faire 10 minutes de boxe ensemble. Évidemment, mon but, c'est pas d'être le grand maître et de casser tout le monde. Je le fais si je sens que ça va être la voie qui va fonctionner. Pour certaines personnes, ça sert à rien. Mais il faut aller dans le paradoxe. Tu vois, il faut accepter d'être nuancé et du coup accepter que 95% des gens, pour le coup, vont pas trop aimer parce que la nuance, c'est pas vendeur. Le positionnement paradoxal, c'est encore moins vendeur, mais je pense que c'est plus proche de la vérité pour moi. Non, c'est très sage ce que tu partages et c'est vrai que ça paraît assez logique, ne serait-ce que parce que les enjeux sont différents dans chacun des cas que tu cites, tu vois. Et d'ailleurs, tu peux observer les choses soit en tant qu'animal humain, soit en tant que citoyen, soit en tant que je sais pas, activiste pour la planète, etc. Et donc, en fonction de ton objectif et de la cause que tu essaies de défendre à ce moment précis, eh ben, les paramètres qui font varier ta façon d'être évoluent, évidemment. Et donc, ce que tu attends comme résultat et ce que tu te permets de faire pour l'atteindre évolue exactement de la même façon. Et mais non, c'est hyper intéressant et je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette idée de paradoxe. Et après, sur cette partie vérité absolue, de tendre vers l'amour, vers la bienveillance, c'est un truc que j'ai compris récemment en faisant une retraite ayahuasca, où les gens, tu vois, naturellement, directement, mon cerveau au début les ont catalogués dans plusieurs cases. Tu vois, mon cerveau a fait ça automatiquement. Et en réalité, tu vois, après 3 jours passés ensemble, je les aimais tous. Et je voyais leur beauté intérieure à tous et vraiment de façon totalement ouverte et naturelle. Et je voyais l'amour aussi qu'ils avaient en eux et qu'ils avaient à transmettre. Et je pense qu'on a tous, tu vois, en nous ce besoin d'amour et cette envie de la transmettre, mais derrière ça il y a un tas de filtres qui viennent s'ajouter, qui nous permettent justement de vivre en société, qui nous permettent de répondre à différents types d'environnements, de stimuli, de protection, de réussite, etc. Et ces filtres ils viennent se mettre entre. Donc j'aime bien aussi cette logique de voilà, ta volonté absolue, tes valeurs absolues, par exemple la volonté d'être bienveillant, d'aimer tout le monde, etc. Et puis il y a aussi la réalité du terrain qui varie en fonction des personnes avec qui tu interagis et des objectifs que chacun partage ou non. Tu partageais tout à l'heure que tu avais entamé un jeûne depuis 3 jours. Tu fais ça d'un point de vue, tu fais ça pour la santé, tu fais ça parce que tu as envie de te prouver que tu es capable de vivre avec peu, que tu es capable de survivre sans nourriture. Enfin, est-ce que ça répond à une logique plutôt spirituelle ou plutôt corporelle ?
Alors, d'abord, c'est pas mon premier. Donc, je pense que tous les objectifs que tu viens d'aborder, je les ai testés, on va dire. Parce que j'en fais depuis des années des jeunes et, euh, et tous ces objectifs sont réels et c'est pour ça que le jeûne, c'est un outil capital, même dans Spearfit. Là, c'est clairement la santé. Je m'embête pas. Je sens une lourdeur depuis longtemps. Euh, mais en fait, des fois, la santé, par exemple, la lourdeur, ça veut tout et rien dire, quoi. Des fois, la santé, elle est très proche de, tu sais, elle est connectée à plein d'autres choses. Tu sens que, en fait, tu as besoin d'une page blanche, tu as besoin d'un renouveau, tu as besoin de te remettre en discipline, tu as besoin de peut-être te refaire mal un petit peu. Donc, moi, c'est santé, mais en fait, ça allait aussi psychologiquement. Je me disais, bon, ça fait combien de temps là? Ça fait combien de temps que tu t'es pas remis vraiment à zéro, tu vois? Donc là, c'était ça. Et c'est dingue parce que je me sens vraiment frais aujourd'hui. Alors que je me colle dès le réveil, je me colle une bonne petite séance de sport. Et ouais, mais c'était santé. Tu sais, là, le fait que j'ai validé et d'ailleurs bientôt clôturé les deux prochains séminaires, ça me remet toujours dans une dynamique de j'ai besoin d'être là, j'ai besoin d'être présent, je vais devoir performer pour mon groupe. Donc il y a plus d'excuses maintenant, on est parti quoi. Et je sens toute l'énergie différée, tu vois. Je sais chez moi, je sais avec les gens autour de moi, je suis très différent. Dès que ma tête elle est en Breno, ça doit marcher, mais quand on arrive au séminaire, je serai prêt, je serai là. S'il faut marcher tant d'heures, s'il faut aller dans la glace, s'il faut boxer, s'il faut donner tant d'heures de cours, je vais être là, quoi. Et tu as le sentiment que le jeûne, justement, te permet de recharger un peu tes batteries et d'accumuler cette énergie que tu pourras ensuite transmettre et donner aux autres? Ouais, beaucoup en rigueur de soi, en nettoyage du tout le bullshit mental et de ta flore intestinale, hein. Euh, Ça fait que après, quand tu reprends ton alimentation, déjà, tu as envie de manger un peu plus sain tout de suite après. Et puis, tout a l'air plus facile, donc tu remets ton énergie sur d'autres choses. Euh, ouais, non, mais le jeûne, c'est ancestral et c'est indispensable, quoi. Tout le monde doit, si vous avez jamais fait de jeûne, il faut au moins faire un jeûne intermittent ce week-end. 16 heures, vous loupez un repas et demi, on va dire, à la louche. Et si c'est facile, vous faites 24 heures. Si c'est facile, vous faites 48 heures. Faut au moins, il faut expérimenter. Moi, il y a pas, par contre, encore une fois, je suis très contre les, ça c'est bien, ça il faut faire, ça il faut le faire. Ce système, c'est le meilleur. Tous les samedis, il faut faire ça, tous les mois, tu vois. Non, tu essayez des choses, mais selon l'âge, selon l'émotion, selon la phase de vie, selon le sexe, il y a des fois ça fait du bien, des fois ça fait moins de bien. Il faut juste être curieux, expérimenter, quoi. Ouais, pas tomber dans le dogme, mais tester des choses et découvrir ce qui est bon pour soi. D'ailleurs, si tu regardes un petit peu dans la nutrition, tu t'aperçois qu'on a tous un terrain génétique qui nous est propre et que par conséquent, certaines choses vont être hyper bénéfiques pour certaines parties de la population et pas du tout pour d'autres, eu égard à certaines variantes génétiques, à notre épigénétique, etc. Donc, ça n'a pas T'as vraiment la de sens de génétique et t'as conseiller. l'épigénétique après, quoi. Comment Oui, ça voilà. évolue pendant ta vie et Du coup, ça n'a pas vraiment de sens de conseiller un régime universel qui serait bon pour tout le monde. Par contre, je pense que expérimenter, tester, voir comment est-ce que tu réagis et adapter en fonction, ça oui. Et tu vois, dans la notion de jeûne, on voit peut-être ça plutôt souvent comme, surtout sur le plan sportif, déjà comme le risque de perdre en performance, de perdre du muscle, etc. Et en parallèle de quoi, peut-être comme un moment où justement tu vas peut-être faire des marches, de la méditation, mais pas le moment où tu vas pousser sur le plan sportif. Et pourtant, toi, tu me disais que là, dès ce matin, paf, tu t'étais fait un entraînement et tout. T'as l'air d'avoir une vision beaucoup plus radicale entre guillemets du jeûne. Et en même temps, comme on sait que t'es porté quand même sur la performance, etc. T'as pas l'air d'avoir peur justement d'y laisser de la masse musculaire, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta vision du jeûne à ce niveau-là? ouais. Euh, bon, je pense quand même que la majorité du temps, le jeûne, ça te permet aussi d'aligner les autres activités de ta vie vers la modération et la sobriété. Et d'ailleurs, c'est super bien parce que quand tu es nerveusement ou mentalement, émotionnellement, quand c'est le bordel, fais un jeûne, tu vas voir, ça, tout va se calmer. Tu n'as rien besoin de faire. Euh, mais moi, j'ai besoin de choquer le corps là beaucoup. Je suis en reprise d'une pubalgie aussi. Je suis en
On a eu un hiver un peu lourd. Enfin, il y a eu plein de choses. Je sens qu'il y a plein de saloperies aussi autour, tout le monde qui est malade, etc. Je suis pas tombé malade depuis très longtemps, donc je suis content. Mais j'ai besoin de choquer le corps vite. Je sais que des fois, je suis pas très strict aussi sur mon jeûne. Là aussi, tu vois, je suis pas dogmatique sur mon propre jeûne en fait. Des fois, je suis à 100 calories dans la journée, quoi. Mais par contre, il faut que le matin, si je m'autorise une cuillère de miel, tu vois, je dis pas que je fais ça à chaque fois, mais dans ce cas-là, il faut que je me bute le matin, quoi. Tu vois, que direct, pendant une demi-heure, il y ait plus de glycogène dans le corps le matin, quoi. Après, juste pour revenir sur la perf et le jeûne et la masse musculaire, bon, déjà, il y a pas mal d'études qui montrent, hein, si tu es en jeûne sec, tu perds pas de muscle pendant, je crois, 3 à 4 jours. Ça dépend de tout le monde, mais ton corps, en fait, il conserve, il se met en survie. Je garde mon muscle, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, avoir les intestins vides pour bouger, pour la mobilité, le cardio, l'apnée, la puissance, c'est bien mieux. Donc, par exemple, faire du sport à jeun, pour énormément de gens, si tu arrives à te mettre dans un rythme où ton corps il commence à avoir l'habitude le matin à faire du sport et donc à sécréter tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie, c'est plus efficace. Ça, j'en suis persuadé. Et ouais, donc je sais que je pourrais pas tenir une semaine à faire du sport à pleine balle. Tu vois, là, le cardio, à la fin, je commence à être un petit peu blanc et tout. Mais c'est ce que je cherche. Je veux aller puiser dans les réserves, créer un petit choc. Et puis le reste du temps, je sais que la plupart des gros solides autour de moi, c'était vaincu. Hein. Euh, j'ai très bien vu au niveau musculaire ce qui fonctionne ou pas. Souvent, quand tu tapes un peu dans le système, tu stimules la récupération, les hormones de croissance, et donc c'est positif si tu gères bien juste après tu vois, ton alimentation. On revient un petit peu à cette logique de l'hormèse, d'imposer un stress au corps et d'avoir une suradaptation derrière. Ouais. Et d'ailleurs, toujours un petit peu dans cette logique-là, j'ai vu que dans tes stages Spearfit, tu utilisais aussi l'outil du froid, des bains froids. Dans Ouais. quel but? Ouais, bah en fait, moi, la méthodologie de mon système, la méthodologie, c'est deux mots. J'utilise toujours. C'est l'hormèse holistique. Ça, dans tous les cours qu'on fait, tout se résume, toute la méthodologie est résumée par l'hormèse holistique. C'est des jolis mots, mais ça veut dire sortir de sa zone de confort sur tous les plans, de façon harmonieuse. Et pour moi, la vie se résume à ça. Euh, dans nos stages, on travaille les plans intellectuels, émotionnels et physiques. Pour moi, le spirituel, ça veut rien dire si on ne le met pas dans le concret. Donc, le vivre ensemble, la philo, etc., ça en fait partie. L'intellectuel, l'émotionnel, le physique, ça en fait partie. Donc, ouais, on fait du bain froid. On fait du bain froid comme aussi pas mal d'autres choses. Parce que c'est pour moi un outil, bon, c'est vraiment l'outil d'hormèse le plus connu sûrement, avec le jeûne peut-être d'ailleurs, mais pour moi ça se range dans le chapitre physique sous thermorégulation et, et en fait, ce qui m'intéresse dans les stages, bon, il y a la curiosité, il y a l'expérience, c'est marrant, ça fait du bien à tout le monde, mais c'est aussi en fait, je veux toujours arriver à faire sortir les gens de leur zone de confort. Et je sais qu'il y en a, ça va être par le froid, mais il y en a qui n'ont pas trop de problèmes avec le froid. On n'est pas du tout égaux là-dessus, tu vois. Il y en a qui ont vraiment. Moi, j'ai beaucoup de mal avec. Je suis entraîné, mais je sais qu'à la base, j'ai beaucoup de mal. Et donc, il y a des gens, j'ai hâte qu'ils fassent le bain froid parce que je sais que ça va les mettre. Ça va les mettre hors d'eux physiologiquement, émotionnellement. Il y en a d'autres, ça va être d'autres choses, tu vois. Et à chaque fois, le but, c'est justement je pense qu'on a une douzaine de types d'activités différentes dans le stage, en plus du fait de devoir apprendre le système et à la fin, tu as un examen. Et moi, tu sais, avec le groupe, je me dis, tiens, lui, j'ai hâte qu'on soit en zazen pendant 45 minutes parce qu'il va péter un câble. Et là, il aura au moins vécu et appris quelque chose. Et après, je me dis, bon, les deux là, je pense que le froid, tu vois, là, ils ont les chocottes, c'est parfait. On va pouvoir travailler sur ça après, quoi.
Et du coup, toi, étant donné que c'est des outils, pardon, t'as besoin d'aller voir quelque chose? Juste une toute petite pause. Ouais, je mets sur pause. Ouais, donc du coup, je te disais, et toi qui as l'habitude, donc tu vois, les bains froids, t'en parlais, t'es habitué, même si ça a été dur pour toi au début, aujourd'hui, c'est un challenge, mais plus un challenge aussi fort que ce qu'il était avant, parce que tu sais que t'en es capable. Je pense que c'est la même chose pour tout ce qui est sport de combat, etc. Donc, toi qui maîtrises tous ces outils, ces 12 activités, d'ailleurs, que tu pourras détailler si c'est pas secret, comment est-ce que tu fais toi pour sortir de ta zone de confort? Tu sais, même Wim Hof et les gens qui font du froid, ils disent toujours que c'est toujours aussi dur la fois d'après. Mais c'est vrai que quand tu l'as fait, tu sais si tu es capable ou pas. Moi, des fois, c'est encore plus dur parce que je sais qu'à chaque fois, je galère. Ou alors, plus précisément, je sais que selon mon état, tu sais, de la journée ou physique, si ça va être insurmontable ou si ça va aller. Et des fois, j'arrive en stage. En général, j'essaie d'être préparé, mais je me dis, oh putain, je vais vraiment en baver au moment du froid parce que je vais sortir de 3 heures de cours, je vais être fatigué et je sais que je vais avoir du mal. Donc, sortir de ma zone de confort, je le fais, je planifie mon année pour ça. Je dis toujours aux gens, il faut faire 2 à 3 stages ou 2 à 3 immersions dans votre année où tu vas sortir de ta zone de confort. Ça, je l'ai fait pendant des années. Donc, je vais à Los Angeles, je fais un mois d'acting avec des mecs qui veulent tous devenir acteurs pro. Et moi, j'avais la phobie du théâtre quand j'étais petit. Ensuite, je vais faire un mois d'apnée, là où il y a que des pros en apnée. Et moi, j'ai le mal de mer, voilà, par exemple. Et donc ça, je le fais constamment. En ce moment, on a une telle énergie dans le groupe de Spearfit. C'est vraiment pour moi, c'est une confrérie, c'est un groupe de transmission qu'on doit arriver à hiérarchiser, structurer. Et du coup, ça, c'est déjà sortir de ma zone de confort parce que je dois accepter un certain rôle de leadership qui est pas forcément facile, où je dois être prêt, où je dois être, tu sais, prêt au quotidien, ouvert au quotidien, euh, à l'écoute, dans l'analyse de l'autre et dans l'écoute, etc. Donc, je t'avoue qu'en ce moment, je fais un peu moins de stages parce que il y a déjà pas mal de choses qui sont en train d'arriver toutes seules. C'est la première fois que je fais 2 créneaux d'affilée pour le prochain stage. Les 2 sont remplis. Et en fait, maintenant, j'ai déjà deux niveaux d'hierarchie. Et donc, en fait, chacun attend que je fasse mon taf bien, quoi. Et qu'il y ait de la valeur. Mais la transmission, comme elle est au quotidien maintenant, on a des groupes de conversation. Mais il faut que le matin, je sois frais mentalement. Il faut que je fasse un petit peu plus qu'avant. Donc en ce moment, c'est ça ma sortie de zone de confort. Tu sais, comme tu dis, tu peux faire plein de choses, mais quand tu dois faire l'effort le matin en conscience, etc., des fois, juste ça, ben, ça suffit, quoi. Mmh. Ouais. Et après, Ouais. par exemple, juste les sports de combat ou quoi, bon, en ce moment, j'étais trop blessé pour faire des choses, mais mon frère est pro en MMA, donc quand on se voyait il y a quelques mois, j'ai pas besoin de grand-chose pour sortir de ma zone de confort. Moi, je suis un loisir, tu vois, et, et quand on est en stage, bah, je dis, vas-y, je fais 10 rounds d'affilée avec 10 personnes différentes, et comme ça, je sais que à 4, ça va commencer à être compliqué, quoi. J'aime bien cette idée d'essayer de se planifier 3 activités un petit peu dans ton année qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort, ou en tout cas d'aller explorer, d'aller découvrir d'autres pans de ta personnalité, de ta spiritualité ou de ta physicalité. Moi, pour ma part, cette année, je pars la semaine prochaine faire une semaine de yoga Tumo. Je sais pas si tu vois ce que c'est à l'Institut Maurice Dobar en Italie. Donc, en gros, c'est de la méditation et du yoga dans la neige en short. Moi j'aime bien cet outil du froid aussi. Je prends des douches froides tous les matins quasiment. Et, et c'est d'ailleurs pour la parenthèse, c'est vrai que c'est toujours difficile, mais c'est quand même plus facile, je trouve. C'est difficile parce que t'as toujours ton cerveau qui te dit non, le fais pas, qui essaie de te trouver des excuses, etc. Tu vois, il est quand même très très fort, très très fin pour te dire non, le fais pas aujourd'hui, tu le feras demain. Tu vois, ça pour ça, même après 3 ans, enfin je sais plus depuis combien d'années j'en fais, mais il est toujours fort. Mais malgré tout, le fait de savoir que tu en es capable, que tu le fais tous les autres jours, ou même quand tu vas prendre un bain froid, que tu as déjà fait des bains encore plus froids, ou que tu es déjà resté plus longtemps, etc., ça donne quand même une certitude dans le fait d'être capable de, et donc ça t'enlève une part du stress que tu as un petit peu beaucoup plus au début, je trouve. Et donc, ouais, donc je fais cette semaine de yoga Tumo, je fais la descente d'une rivière en autonomie en paddle.
Donc sans nourriture ni rien, je prends une canne à pêche quand même, donc je m'aide un petit peu de matériel, mais voilà, si je pêche rien, je mange rien, et donc du coup ça sera l'occasion de faire un jeûne, donc peut-être que j'expérimenterai un jeûne forcé à cette occasion. Et puis je fais le Mont Blanc au début de l'été, qui fait suite et écho aux 4000 mètres que j'ai fait l'année dernière. Et en septembre, une certification MovNat. Je sais pas si c'est vraiment une sortie de ma zone de confort, mais par contre, c'est une belle découverte. J'ai fait un épisode là récemment avec Jérôme Ratoni de MovNat justement, et j'aime beaucoup cette philosophie justement de voir ton environnement comme un immense terrain de jeu où tout est prétexte à exercer ta physicalité, à te reconnecter un peu à la nature, à ton instinct, et puis à ce regard d'enfant qui voit des opportunités de mouvement, de grimper, de sauter, de lancer partout, quoi. Et qu'on perd, je trouve, une fois adulte, tu vois, j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus sérieux, même si on peut faire des blagues, etc., et faire de temps en temps des soirées où on déconne. De manière générale, notre vie, les responsabilités qu'on a, etc., nous rendent de plus en plus sérieux. Et je trouve ça beau de retrouver un petit peu, tu vois, là, donc toujours dans cette idée de mouvement naturel, je m'entraîne dans une salle une fois par semaine de Wolf Movement d'Hugo Collin, un autre invité que j'ai reçu. Tu pourras constater que souvent, je vais aller découvrir ce que proposent et partagent mes invités, parce que je suis un vrai explorateur, tu vois, je me contente pas d'avoir une discussion, ça m'anime sincèrement et profondément. Je le fais pas dans le but de gagner de l'argent ou d'avoir un quelconque retour, je le fais parce que ça me nourrit moi d'abord personnellement. Et après, le fait de constater que les auditeurs adorent et que ça les aide aussi eux dans leur chemin de vie, bah ça c'est la cerise sur le gâteau, et ça m'emplit de joie et de bonheur d'avoir cette émulation positive et collective. Mais à la base, c'est d'abord un truc qui moi me permet de progresser. Et donc je reviens, je fais pas mal de digressions, tu peux le constater. On en revient à cette idée du cerveau qui tourne trop vite et qui est dur à canaliser. Donc je reviens chez Wolf Movement, donc c'est une salle, et en fait c'est ce que je lui dis, tu vois, c'est une salle de jeu pour adultes. Donc par exemple, il met des cônes aux quatre coins de la salle, t'as des cordes, des murs d'escalade, des box, etc. Et tu dois aller chercher les quatre cônes sans toucher le sol. Bah, c'est con, il y a rien de très compliqué d'un point de vue logique en termes de règles. Et pourtant c'est hyper marrant, tu vois. Donc voilà. Et donc Ouais, je connais Wolf Movement et pas ah mal ouais, de gens qui sont passés. De ah trop cool. toute façon, on est tous un petit peu connectés hein, dans le milieu. Je connais la plupart des mecs de Wim Hof là. Steve m'a connecté aussi avec mon dernier podcast avec Slim, que je connais peut-être. Ouais, j'adore. Bah, j'ai fait un épisode avec lui aussi. On s'est au téléphone une fois par mois. Je suis passé dans le sien aussi d'ailleurs. Okay. Et on s'entend au téléphone une fois par mois pour justement pour échanger sur nos réflexions personnelles et progresser l'un l'autre. Mais tu vois, dans ce que tu disais dans l'exploration, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que c'est un mot important. Moi, je pense qu'il faut un équilibre entre le kiff ultime, fais ce que tu as envie, tu sais, va faire un truc qui te fait kiffer, où tu t'éclates, et quelque chose qui manque, et c'est en fait toute la raison derrière ce que je fais avec Spearfit. On a perdu la voie initiatique. En tout cas, quand je dis on, c'est que il y a des écoles initiatiques, il y a des chemins de vie, des groupes de chemins humains de vie, tu vois. On a pendant longtemps, c'était bon. T'as encore des groupes, hein, style franc-maçonnerie, etc. Mais t'en as d'autres qui sont d'ailleurs encore un petit peu plus peut-être concrets sur l'évolution humaine, etc. Mais t'as eu la religion pendant très longtemps qui donnait des chemins d'évolution. Et aujourd'hui, on est pas mal livré à nous-mêmes. Tu vois, les Japonais avaient le dojo zazen, avaient les dojos de judo, etc. Des chemins initiatiques dans lesquels tu t'inscris dans le temps, dans la hiérarchie, dans la fraternité, dans la transmission, dans la chaîne humaine. Et on est un animal social, spirituel. Sans ça, on peut pas avancer, on peut pas s'épanouir. Et je pense que il faut arriver à retrouver un équilibre où tu as un peu de consommation et de kiff. Tu fais de la consommation de développement perso. Pas de souci, ça te réveille ta flamme. Tu es en plein délire. Mais comme tout le reste dans la vie, trouver un chemin, trouver un groupe et avancer avec les compromis, avec aussi ce que ça t'offre, c'est capital et c'est ce qui manque aujourd'hui. Dans le développement perso, dans la plupart des outils, des méthodes d'optimisation de soi, c'est à 99% de la consommation. Tu fais ton niveau 1, 2, 3 en animal flow, en Wim Hof, en oxygène avantage, en ce que tu veux.
tu payes ton truc, tu rentres à la maison et voilà. Et ça, c'est pas un chemin initiatique. Il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de vivre ensemble. Il y a, il y a pas cette hiérarchie qui te fait grandir toi, qui te permet à un moment donné aussi de devenir plus que étudiant, mais aussi devoir enseigner et toutes ces choses. En fait, c'est des building blocks. Tu sais, c'est les petits Legos de la vie. Et on a besoin de tous ces Legos. On a besoin de s'insérer dans une chaîne. Et c'est tellement oublié aujourd'hui que que quand tu en parles, ça fait peur. La plupart des mots, je peux te sortir 10 mots qui font peur aux gens, tu vois, sur le mystère, sur l'initiation, sur la discipline, sur le discipulat. Bizarrement, tu vois, c'est le même mot. Et c'est des choses qui font peur parce que elles ont été bafouées, elles sont plus expliquées. On sent qu'on a un truc dedans, mais on sait pas trop si on doit le faire. Et en fait, si. Tu vois, en fait, ça, c'est le joyau, là. Le joyau qui est dans notre cœur du mystère. Et il faut le raviver. Donc, à ma micro-échelle, j'essaye de recréer avec ce qu'on appelle l'Oppidum. C'est notre groupe c'est notre groupe, en fait, notre collectif Spearfit, dans lequel on doit avoir un standard, on doit avoir un benchmark, tu vois, on doit avoir un socle en développement personnel suffisant. Il y aura des gens plus ou moins forts dans certains domaines pour ensuite se hiérarchiser, évoluer, s'entraider et essayer d'avoir un chemin de vie dans une certaine direction. Tu vois, je voulais dire ça parce que pour moi, c'est ce qui manque le plus. C'est pour ça que des fois, j'ai une communication avec Spearfit qui est un petit peu anti-développement perso. Des fois, j'essaye de mélanger la gentille méditation avec le sport de combat. Mais en fait, c'est juste pour rappeler que derrière tout ça, ça sert à quoi? Il faut qu'on converge vers quelque chose. Il faut qu'on soit ordonné. Il faut qu'on soit à la fois dans le dur et dans le doux. Et il faut qu'on se suive. Tu vois, dans une relation de couple, elle a de la valeur quand il y a une loyauté, quand il y a un chemin, tu vois. Ben c'est pareil dans ton collectif. Et bizarrement, il y a des choses sur lesquelles on oublie tout. L'éthique, elle est moins importante. On n'a pas trop envie de faire de compromis. Et des fois, c'est parce qu'on trouve pas les bons collectifs. Tu fais, ouais, mais je vais pas passer toute ma vie avec ces gars-là. Ils sont cool. Mais parce que eux-mêmes ont oublié que dans l'idéal, il fallait qu'ils permettent une voie, tu vois, une voie de vie. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas conçu Animal Flow, ils n'ont pas conçu, c'est pas, enfin moi je suis instructeur Animal Flow, donc j'y pense, mais ils n'ont pas conçu leur business avec, ça va être une voie initiatique de transmission sur des multiples générations. Non, ils se sont dit bon, au niveau commercial, il faut qu'il y ait des instructeurs, des niveaux 1, 2, 3, des stages. Et du coup, bah oui, tu vas nouer des amitiés, mais il y a un truc humain plus profond, plus important qui se perd là-dessus. Et je pense qu'il faut y revenir. Donc moi, je dis aux gars, les gars, quand vous rentrez dans l'Oppidum, vous restez dans l'Oppidum. Par contre, si tu veux faire des stages n'importe où, faire ce que tu veux, avec plaisir, reviens donner de la force au groupe, tu vois. Va t'éclater, va t'ouvrir toutes tes potentialités intérieures. Mais ça ne m'intéresse plus de faire que du consommable. Je pense que c'est une perte de temps de vie. Donc voilà, c'est un peu pêle-mêle, mais je sentais que j'avais vraiment envie de partager ça. Non, mais il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu partages. D'abord sur l'aspect développement personnel qui a le gros défaut d'être rarement ancré dans l'action. En plus du groupe, etc. Tu vois, souvent tu lis des choses, tu dis ouais, il a totalement raison. Ah ouais, c'est tout à fait ça, etc. Machin. Mais derrière, il y a rien que t'ancres dans ton quotidien, dans le pratique, dans ton vivant, dans ta journée. Et donc au final, l'impact, il est juste intellectuel sur le moment où tu lis la phrase. Un mois après, tu l'as oublié et t'as rien appliqué. Donc il y a ce premier point. Et ensuite sur la logique de partage. Moi, je crois beaucoup en l'intelligence collective, en l'émulation qui peut se créer lorsqu'un groupe se retrouve ensemble et peut s'enrichir les uns les autres. Et pour autant, tu vois, ce besoin du collectif, d'ailleurs, d'un point de vue hormonal, tu vois, l'ocytocine, c'est une hormone contagieuse qui est sécrétée lorsqu'on passe des moments de qualité avec des gens qu'on aime. Et c'est ces niveaux d'ocytocine qui nous rendent heureux, qui sont la clé du bonheur. Donc, on est un animal social, comme tu l'as dit. Et donc, il faut replacer ça dans notre quotidien et dans notre façon de vivre. Pour autant,
je pense que d'une part, le collectif auquel tu peux parfois avoir accès est pas toujours en accord avec ce que tu ressens au fond de toi. Donc, par exemple, tu vois, ton collectif, souvent, il va se faire avec tes collègues ou avec les gens avec qui tu as été à l'école. Et en fait, c'est simplement un hasard de la vie qui vous a fait vous rencontrer. Et c'est pas pour autant que vous partagez les mêmes valeurs et que vous vous tirez les uns les autres vers le haut. Il y a cette première chose. Et puis la seconde, tu parlais de l'Oppidum. Je trouve que l'idée est géniale. Donc, si je comprends bien, c'est une continuité de Spearfit qui permet à chacun de rester connecté et à continuer à progresser ensemble sur le long terme. Mais pour autant, si chacun des outils que tu as précités, c'est-à-dire Animal Flow, Oxygen Advantage et Vim Hof avaient fait la même chose, bah, au final, tu te retrouves dans 3, 4, 5 collectifs. Comment est-ce que tu arrives à tous les concilier vers une espèce de... Enfin, tu vois, c'est pas possible non plus de faire partie de 5 meutes différentes. Et pour autant, tu peux avoir envie de découvrir des outils qui sont partagés, tu vois, qui sont complémentaires les uns les autres et avoir cette envie, cette volonté d'exploration. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tu fais ce que tu veux, en fait. T'es pas obligé d'en faire partie du groupe. Mais dans ce cas-là, tu peux pas avoir les mêmes bénéfices que ceux qui sont dans une loyauté. Mais en fait, je vais dire plein de mots qui font un petit peu bizarre et après, je vais montrer comment, en fait, on vit tous ça sur d'autres plans. Bizarrement, sur ça, on veut pas le faire. Comme j'ai dit, si Wim Hof m'avait proposé un chemin initiatique spirituellement hyper puissant avec une compréhension de la philosophie de vie, de la nature ultra ancestrale et profonde, ben, je serais pas allé chercher d'autres choses ailleurs. Mais c'est pas le cas. Animal Flow, c'est pareil. Oxygen Advantage, c'est pareil. Les apnéistes, c'est pareil. Donc moi, j'ai fait mon pêle-mêle. J'estime avoir une grosse capacité de synthèse et aussi, il y a plein de choses dont je parle pas que j'ai faites au niveau philosophique. Et justement, j'ai fait partie de certains groupes où je trouve qu'il y a soit manque de modernité, soit que je suis confronté à moi-même. Il faut que je crée ce que je suis en train de mettre en place, mais j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Par contre, le mec qui m'aide sur 5 stages, le mec qui essaye d'être là de façon hebdomadaire pour grandir, pour donner au nouveau, etc. Ben forcément, lui, il a priorité à son stage, il a un tarif différent. Tu vois, tout ça, ça paraît logique. Toi, t'es père de famille. Oui, tout à fait. J'ai une petite fille de 13 mois qui m'inspire énormément. Bravo déjà. Merci. Tu pourrais accueillir à dîner quelqu'un, mais si je te dis, il y a 3 gosses là dans la rue, il faudrait qu'ils prennent la chambre de ta fille, et après ta fille, on verra, tu vois, on met à côté et tout. Non. Tu vois, tu vas pas faire ça, quoi. Bah, dans la mesure où ma fille a pas de chambre, ça va être compliqué. D'accord. Mais son lit. Mais oui. Tu vois, son berceau. Bah, ça dépend. Si c'est pour dépanner parce qu'ils sont en train de dormir dehors, je les accueillerai volontiers. Je prendrai ma fille dans mon lit. Après, si c'est de façon durable, voilà, donc je pense que j'essaierai de trouver une solution à plus long terme. Tu as une protection d'un groupe parce que tu es en train de créer une chaîne de transmission humaine, tu vois, avec ta fille, notamment. Avec de l'oxytocine, avec de l'amour, avec de la volonté, de la discipline dans l'éducation que tu veux mettre en place, de donner, etc. Pareil, au niveau de savoir communiquer avec le sexe opposé, savoir garder le désir vivant dans un couple, savoir avancer ensemble malgré les obstacles. Tu as probablement appris de plein de choses dans ta vie et de tes amourettes passées, ou peut-être que c'est quelque chose que voilà, c'est en toi. Mais c'est pas parce que tu apprends des choses d'ailleurs que tu vas continuer à aller voir des filles toutes les semaines, tu vois. Et à un moment, tu as fait un choix. Et tu te dis, voilà. Juste parler à d'autres femmes, ça va me suffire peut-être pour comprendre la femme et améliorer mon couple. Tu sais. Et bizarrement, ça, c'est OK. Mais dans un chemin de vie où tu viens me voir et moi, je me plie en 8 pour essayer de te faire changer ta façon de comprendre l'univers, tu vois, d'aller au fond de tes peurs, de manger ensemble, de se réveiller ensemble, de méditer, de se taper sur la gueule, de réfléchir sur des textes philosophiques, de se restructurer. Mais ça, c'est de la consommation. Cool, ouais, salut, ciao, allez, on verra. Mais c'est pas possible. Il faut créer une puissance humaine, tu vois. Mais comme je viens de dire, si tu me dis, putain, j'ai trouvé un autre groupe, Brian,
En fait, c'est beaucoup plus adapté à moi. Sa philosophie, je trouve qu'elle est plus proche de la réalité. Ah bah génial. Salut mec, va faire partie de ça. Et si tu me dis aussi, putain, ça c'est génial. Par contre, moi je veux faire du base jump et du Wim Hof pendant 10 ans là, parce que c'est mon truc. Bah, vas-y, c'est génial, tu vois. Et après, si tu te sens d'enseigner ça ou si tu penses que il nous manque des choses dans notre système, bah, ça serait un plaisir de te faire participer et même de te rémunérer pour que tu viennes enseigner ça ou de réfléchir à pourquoi j'ai oublié ces parties-là. C'est comme ça un petit peu que j'essaie, tu vois, d'évoluer. Mais et pareil, si demain je rencontre un mec qui j'estime doit me remplacer, je lui demanderai, tu vois. Je lui dirais, écoute, j'ai essayé de faire ça parce que je sentais qu'il n'y avait pas ce que je voulais et qu'il manquait un truc. Mais en fait, toi, t'es le boss, quoi. S'il te plaît, reprends tout et développe encore, reprends le mieux. Pour te dire, tu vois, je fais partie d'un groupe au niveau peu initiatique et tout. Rien de dingue, mais je sais pas s'ils veulent que j'en parle. Et, euh, et eux, ils estiment que c'est hyper arrogant ce que je suis en train de faire parce qu'ils me disent, tu viens d'aucune lignée, tu vois. Tu crées de zéro. Je dis, bah, je suis désolé, les gars, mais pour moi, dans trop de domaines, vous êtes mauvais. Et du coup, je suis très reconnaissant, mais je suis obligé de créer un truc parce que vous voulez pas me laisser prendre en main certaines choses. Euh, donc je le fais. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. J'ai l'impression qu'au niveau civilisationnel, c'est ce qui manque. Il faut qu'il y ait une biodiversité de ces groupes, de ces chemins de vie. Et tu parlais de hasard, tu vois, tu vas chercher plein de choses parce que tu veux sortir du hasard et choisir ta vie, mais en fait, ta femme fait aussi sûrement 50% entre guillemets de hasard ou pas de hasard ou de coïncidence, et aussi ta famille, tu la choisis pas, tu vois. Donc il y a plein de choses dans la vie où on ne sait pas si c'est du hasard ou pas, on choisit pas forcément tout, mais quand tu penses qu'il y a il y a du bon, tu te dis, écoute, pourquoi pas? Mais moi, je laisse tout le monde libre. Je propose un schéma et j'essaie de bosser avec. Et tu vois, là, on est 60 aujourd'hui. Je pense qu'il y en a une dizaine, parce que c'est encore le début, qui vont finir par partir. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et grand bien leur face, tu vois. Sur cette notion de hasard, en fait, juste pour la parenthèse, Ouais. c'est surtout que depuis que j'ai lancé Limitless Project, j'ai créé aussi une forme de cercle, pas conscientisé comme tu l'as fait, mais avec des invités avec qui je suis devenu ami, avec des auditeurs qui m'ont écrit, avec qui on continue à échanger. Et je ressens, tu vois, toute cette force du groupe, tout ce que ça m'apporte. Et en même temps, tout ce que j'ai manqué pendant toute une autre partie de ma vie où j'avais du mal, où j'avais l'impression de me sentir un petit peu seul, en décalage, et où j'avais du mal à trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs ou les mêmes passions ou la même volonté de vivre avec intensité, d'explorer, de découvrir, de tester, etc. Et donc c'était plutôt dans ce sens-là que je le disais, c'est-à-dire que carrément. le collectif est pas sexy parce que le collectif qu'on a est pas toujours aligné avec ce qu'on est au fond. Et ensuite, pardon, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, juste parce que, après. Vas-y. en fait, c'est les deux, c'est encore une fois les deux énergies de vie. Tu vois, c'est l'ouverture et la fermeture. Et moi, je suis un gars hyper ouvert, on va dire. J'ai besoin de nouveautés. Et par exemple, mon associé Romain, cofondateur, lui, c'est un mec ultra loyal, tu vois, dans sa personnalité. Ou peut-être que c'est lié à son histoire de vie. Mais en fait, les deux sont hyper importants. Et moi, ça a été une aventure humaine, ces 8 ans avec Brenos, pour ça. Parce qu'en fait, le parchemin, il y en a qu'un à écrire sur ma vie, et ça sera celui-là. Peu importe si j'aurais pu gagner plus d'argent ou faire plus, mon histoire de vie, ça a été grâce à ça, et c'est ça qui fait que c'est beau. Et mes grands-parents ou mes parents, même si des fois ils me les cassent, et bah c'est mon histoire de vie. Tu sais, en fait, t'as les deux. En fait, je vais m'épanouir ailleurs, mais j'ai besoin de ça. Et ce que je voulais dire, c'est ce qui m'est venu là, c'est que le tout open source, ça ne peut pas marcher. Par contre, l'open source, ça permet tellement de choses. C'est génial qu'on puisse se parler là à distance, tu vois. Mais ça peut pas faire tout. On va quand même revenir avec certains fondements à la fin de la journée, quoi. Donc c'est juste ce que je voulais dire. En fait, c'est l'équilibre entre les deux. Non, mais c'est sûr. Après, de toute façon, moi j'aime beaucoup cette métaphore du puzzle. C'est un peu la mienne. Peut-être que d'autres l'ont déjà conscientisé. Mais quand tu regardes les actions, les choses qui se passent dans ta vie, tu vois, sur le moment, il y a des choses qui t'énervent, des choses que tu aimerais changer, il y a des douleurs que tu aimerais éviter. Et pour autant, quand tu avances un petit peu et que tu regardes ce même moment sous le prisme de ce que tu es devenu,
et ben tu t'aperçois que toutes les pièces de ta vie passée s'emboîtent parfaitement les unes les autres et construisent le chemin de ce que t'es devenu. Et donc si t'es content de ce que t'es devenu, bah t'es content aussi de toute cette histoire que t'as eue et qui t'a permis d'en arriver là. Donc j'ai parfaitement conscience de ça et de la notion de hasard, de variabilité qui est énorme et qui peut tout changer et qui a un pouvoir colossal sur ta destinée. Donc je cherche pas du tout à l'empêcher ou à la contrôler. Et ensuite, sur le fait que tu partageais le fait qu'il te semblait compliqué aujourd'hui pour des gens de justement rejoindre un collectif, d'être loyal à quelque chose, à ce type de valeur, d'être loyal à un groupe, d'apporter au groupe. Et je pense que ça vient aussi de peut-être même de l'école, tu vois, où on a tendance à nous classer, à nous mettre des notes, etc. Ça renforce notre ego, ça nous rend de plus en plus individualistes. Après, quand tu grandis, tu vois, il y a des études qui ont montré que une maison de, je sais plus, 120 mètres carrés, ça tirait très bien pour ton bonheur. Mais si ton voisin, il en a une de 150, t'en voudras une de 200 mètres carrés, sinon tu seras pas heureux. Tu vois, il y a quand même ce côté un petit peu individualiste, ce besoin d'être plus fort, d'être meilleur que les autres, parce que sinon t'as une mauvaise opinion de toi-même, t'as l'impression de pas avoir assez réussi, etc. Et je pense que c'est un petit peu ça aussi qui crée un frein au fait de rejoindre un collectif, de rejoindre un groupe, justement, et de plus être considéré comme individuel, mais comme faisant partie d'un ensemble. Ouais, c'est intéressant que l'éducation joue un rôle dans le fait d'oublier ce qu'est la loyauté. En fait, il y a plein de mots qui font mal. C'est les mots liés à l'image père. C'est la puissance, la hiérarchie, l'obéissance, la loyauté, la volonté. En fait, ces choses-là, surtout on va dire en dominance majeure pour un homme, si t'as pas ça dans ta vie, tu pourras pas te sentir full potentiel. Tu pourras pas. Et on a tous notre tempérament et nos tropismes différents. Et l'ouverture technologique et d'information et de communication et de capitalisme, etc., dans notre société a fait qu'on a perdu pas mal de ces choses. Par contre, sur les origines et les causes, je suis pas du tout d'accord. Je pense que la concurrence à l'école, les notes, c'est très important. Et au contraire, on a permis, et moi le premier, une génération de faiblesse mentale, juste, alors que la confrontation, c'est la base de l'augmentation de l'énergie masculine. Et tu peux être en concurrence totale et être en loyauté et être en bien commun. Les endroits de ma vie où j'ai vu le plus et le moins d'ailleurs de l'autre côté de fraternité, c'est sport de combat. Tu vois, sport de combat, 8 vestiaires sur 10, parce que j'ai beaucoup bougé, t'as que des mecs fraternels. Pourtant, ils se mettent sur la gueule, ils sont ultra concurrentiels. Ils ont envie d'être les meilleurs. Et dès que t'es dans les vestiaires, ça va. Tu vois, dès que t'es en dehors, t'as besoin d'une voiture, t'as besoin d'un truc et tout. Et quasiment le pire, parce qu'à côté, je fais de la danse, c'est la danse. Parce que les mecs ont peur les gens détestent la concurrence, la confrontation. Et en fait, ils n'ont pas intégré cette puissance. Intégrer, ça veut dire que t'es plus enfantin par rapport à celle-là. Tu sais de quoi t'es capable, tu respectes et tout, et après, t'avances. Donc, je pense qu'il faut remettre les notes à l'école, moi, au contraire. Il faut dire, lui, c'est le meilleur, ok? Donc, laissez-le être le meilleur et grandir parce qu'il pourrait être encore meilleur. Et, par contre, il faut aider les gens à se confronter parce que la confrontation, elle va permettre à savoir ce que c'est d'être ensemble. Moi, par exemple, je pense que j'ai pas eu assez de confrontation jeune. Et il y a typiquement au niveau neurologique, au niveau neurologique, au niveau neuroaffectif même, tu as une étude marrante qui est sur les rats, qui sont aussi des mammifères. Si tu prends des rats qui ont grandi seuls, ok, et après tu prends des rats qui ont grandi en groupe, et ensuite tu analyses leur comportement quand tu les mets ensemble, quand tu les mets en groupe justement. C'est hyper marrant parce que ils arrivent à déterminer l'agressivité du rat en fait, parce que quand les rats ils sont ensemble, ils jouent, tu sais, comme les chiens, ils jouent, ils se roulent par terre, etc. Et sauf que l'agressivité, eux, ils l'étudient par les pins. Genre si tu bloques l'autre par terre, tu vois, c'est que t'es un petit peu t'es dans le combat en fait.
Et le rat qui grandit seul, genre, le rat qui grandit en groupe, il va avoir une fois sur deux, il va être en dessous et une fois sur deux, il va être au-dessus d'être bloqué. Et le rat qui a grandi seul, il va avoir 90% où il est au-dessus. Parce il comprend pas, en fait, lui, dans son système, il y a toujours agression quand il y a jeu ou confrontation, tu vois. Et ça, je pense que je le vois énormément dans la société. Je pense que c'est ce qui manque. Je pense qu'il faut que le matin, il y ait grosse discipline intellectuelle à l'école et que l'après-midi, il y ait art, sport, confrontation, vivre ensemble, tu vois. Mais le vivre ensemble, c'est la confrontation. C'est ce qui m'a manqué dans presque tous mes stages de développement perso. Et c'est ce qu'on met, nous, dans notre énergie dans Spearfit. Tu verras quand tu viendras. C'est que nous, ça se charrie un maximum. Ça gueule de partout. On fait de la boxe. Par contre, ceux qui veulent pas, enfin, ceux qui se sentent pas confortables, il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de jugement, tu vois. Ceux qui ont envie de faire les bourrins, là, faites les bourrins ensemble. Mais en fait, notre dîner, il y a une énergie dingue parce que ça parle, tu vois, ça parle fort. Et en même temps, on a passé 4 heures de philo, 2 heures de médite dans la journée. Donc, il y a forcément tu vois les gens. Tu sais s'il y en a un qui se sent un peu réprimé. Tu sais si, t'as la même bienveillance, tu vois. Donc, tu vas même, t'as celui qui est un petit peu plus charismatique qui va être avec un autre. T'as envie, tu sais, d'être comme ça, mais il y a une belle énergie de vie, quoi. C'est pas tout calme, tout le temps, gentil, tu vois. Il y a une belle énergie de vie, une belle bienveillance, du soutien. Et ça, c'est un énorme, pas une victoire, tu vois, mais c'est quelque chose duquel je suis vraiment content et j'ai toujours hâte de retourner au séminaire parce que je sais qu'on va s'éclater, quoi, chaque fois. Bah, c'est un peu ce que je voulais dire quand je parlais d'émulation collective. Ouais. Clairement, c'est cette énergie portée par le groupe où chacun, en fait, par sa personnalité, par sa spécificité, par son individualité, apporte tout. Et je trouve ça très beau. Et pour la petite parenthèse, par rapport à ton étude là sur le rat, moi j'ai un chien et quand il était petit, je l'ai emmené à l'école du chiot. L'école du chiot, c'est un grand mot parce qu'en réalité, c'est pas vraiment une école. C'est plutôt, tu le mets en contact avec d'autres chiens de toute taille. Et justement, là, tu vois, il y a cet espace de jeu, de confrontation aussi, comme tu le partageais. Jamais vraiment dans la violence, mais plutôt dans la découverte. Et maintenant, ça fait un chien adulte que je promène sans laisse en ville, qui s'arrête quand je lui dis stop au passage piéton. Et du coup, je lui dis go, il repart. Et on croise des chiens parfois qui sont en laisse, qui sont pas en laisse, qui sont beaucoup plus gros que lui, plus petits que lui, etc. Et à chaque fois, il a le bon comportement. C'est-à-dire qu'il va commencer à approcher. À 2-3 mètres, il va voir si le chien il est OK qu'il approche ou pas. S'il est pas OK, bah, il approche pas, il fait un détour et il fait le tour, tu vois. Et s'il est OK, il approche, il va lui renifler le derrière, tu vois. Et ça, c'est un code qu'il a appris. Moi, je suis convaincu que ça vient justement de cette multiplicité d'expériences avec des chiens de toute taille qui fait qu'il a peur ni des gros, ni des petits, ni rien. Il a vraiment appris les codes canins. Et par contre, c'est ce qui, à mon avis, manque à plein de chiens qui parfois sont promenés en laisse, mais qui eux ont pas eu ces codes-là et qui savent pas, tu vois. Et parfois, il ronfle un petit peu, mon chien, et donc parfois il a l'impression qu'il grogne, alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Et c'est parce qu'il leur manque en fait des codes de compréhension canin, tout simplement parce qu'ils ont pas été éduqués, ils ont pas grandi avec leurs congénères. Après, sur ce que tu partageais par rapport à l'école, j'ai retenu plusieurs choses. Je comprends ce que tu dis. Je trouve ça très intéressant d'un point de vue philosophique, justement. Il y a une chose qui m'a particulièrement marqué, que je trouve très intéressante, c'est le fait de laisser aussi s'exprimer ses émotions. Tu vois, tu parlais de cette force, de cette énergie que tu avais au fond de toi. Et c'est vrai qu'on a tendance à nous brimer, à nous faire prendre justement cette voie du milieu où on fait pas trop de vagues, on prend pas trop de place. Et or, le fait d'exprimer nos émotions, c'est aussi ça qui nous permet de savoir qui on est, de comprendre comment vivre ensemble, etc. Pour autant, sur la partie confrontation, moi j'ai l'impression que l'école elle est déjà assez violente en soi. Tu vois, tu regardes les jeunes enfants, surtout à partir du collège, etc. Ils sont potentiellement méchants entre eux, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'elle est là. Et pour autant, j'ai pas l'impression qu'on soit hyper fraternel une fois adulte, qu'on ait justement cette envie, cette bienveillance et cette envie vertueuse de permettre au groupe de progresser plus que soi individuellement. Alors, sur l'éducation, c'est compliqué. J'ai pas de solution à donner parce que ça serait hyper arrogant. Mais deux, je pense que tout est Multifactoriel. à l'envers à l'école. Les 3/4 des gens que je connais qui sont pour moi des êtres exceptionnels, ils étaient en échec scolaire, tu vois. Même des gens intellectuellement très très calés. Donc c'est qu'il y a un souci.
quand je vois le niveau de l'éducation, quand je vois le niveau, enfin, sur 40 ans en France et tout, c'est catastrophique. Mais ce que je voulais dire enfin, en tout cas, l'idée que j'ai en ce moment, c'est que je connais des gens qui sont dans les écoles alternatives, des profs Montessori, par exemple. Je sais pas si tu connais. Si, je connais Donc, bien. la pédagogie ultime, etc. Je connais assez bien Montessori maintenant. Et de l'autre côté, bon, moi, j'ai fait des études dans une grande université en Angleterre. Et puis bon, on connaît tous. J'ai fait même une école de garçons, un collège de garçons, tu vois. Donc ultra catho et très discipliné. Pour moi, il y a des erreurs dans les deux, mais il faudrait que dans l'éducation, tu la noblesse du masculin et du féminin, de l'image père et de l'image mère. Et je dis pas de l'homme et de la femme, je dis du masculin et du féminin. La discipline, l'autorité, la volonté, intégrer la confrontation et sa violence, ça veut pas dire se taper dessus et tout le monde gueuler autour. Ça veut dire que tu as la personne qui en contrôle le maître, lui, il a déjà fait tout ce travail. Il a la nuance en lui, il a la bienveillance, le pardon, la sagesse, mais il sait quand les deux doivent se confronter, ils doivent se parler. Il sait quand ça joue dans la cour, il sait quand ça se chamaille un peu. C'est hyper important. Dans les sports co, c'est hyper important. Il faut confronter ça. Pour moi, la confrontation, elle se fait dans ce que je disais l'après-midi, le sport et l'art, tu vois. Et en même temps, si on faisait que ça, là où je suis d'accord, tu vois, en ce moment, j'entends pas mal de gens qui disent faut revenir à l'école à l'ancienne et tout, parce que je suis d'accord, c'est la cata aujourd'hui, tu vois. Mon grand-père parlait trop bien, mon père parle bien, moi je parle pas assez bien, et quand j'entends les petits, c'est une réalité, tu vois. D'ailleurs, je suis en train de faire les annales bac terminal S, j'ai repris cette année pour voir un peu où j'en suis, et je vois le niveau qui a changé, tu vois, maths, physique, chimie. Je comprends pas. On nivelle tout vers le bas tous les 10 ans. Mais là où je suis d'accord, c'est que pour moi, on manque aussi de féminin sacré. Et c'est pas que dans la pédagogie et tout. Bon, genre, la connaissance, c'est de la puissance. Il faut se discipliner. Ça marche comme ça. Tu le vois, toi, dans ta vie, quoi. Tu dois te discipliner. Par contre, comprendre l'autre, savoir écouter, savoir pardonner, savoir être dans l'amour de sa connaissance, dans la créativité, c'est également hyper important, savoir s'exprimer. Et ça, c'est des choses, je pense qu'on est très très loin en France, mais on prend souvent tu sais, on prend on prend le taureau par la queue en fait, quoi. On prend pas la chose à l'endroit. C'est pas en cassant, en disant non mais je te mets pas de notes, non t'as pas besoin de connaître cette littérature, c'est pas comme ça que tu vas améliorer. Non non, là t'es une daube, ressaisis-toi. Genre là, on est en train d'apprendre, tu vois. Par contre après, il peut y avoir un autre espace. Il faut pouvoir s'exprimer. Il faut dire tes frustrations. Il faut dire, hey, toi là, genre laisse-le s'exprimer. Ça c'est important, tu vois. Genre le bullying, c'est pour plus tard. Là, il y a besoin d'un espace de partage. Mais pour moi, ces choses sont, on est très très loin de ça, tu vois. Et c'est pour ça que je te disais, pour moi dans le stage, parce qu'on essaie de reproduire pas mal de ces choses, t'as des gens dominants. Et ben je les laisse dominer. Même moi, ça me fait chier des fois parce que j'ai un programme à suivre. Mais c'est la jungle aussi. Ils ont bossé toute leur vie, ils ont peut-être génétiquement, ils sont dominants. Laisse-les être dominants. Par contre, le moment où ça dépasse un certain cadre, où j'estime qu'il y a des gens qui font trop d'efforts pour être juste à l'écoute, c'est moi mon rôle de dire, hé, mec, tu baisses d'un ton, on est tous là pour passer un bon moment, ok? Et parce que sans ce ciment de bienveillance, on se fait tous chier en fait. Donc d'abord, faut avoir ce liant, et après, chacun est dominant comme il le veut. Mais tu vois, pour moi, il y a une noblesse dans les deux côtés de la rigueur, l'extrême puissance hiérarchique et de rigueur et d'obéissance. C'est hyper important. Et le meilleur doit être là-haut, et le moins bon doit être en bas. Et après, avoir ces moments d'égalité, de partage. Donc ça va être plus peut-être certaines médites, ça va être la fin de journée ou le feu de camp, tu vois, l'arbre à palabre. Et ouais. On retrouve cette idée d'harmonie. Et d'ailleurs, je suppose que tu n'as pas d'enfant. Non, mais j'en veux.
tu en veux, bah, super. Est-ce que tu as déjà réfléchi, conscientisé à ce que tu voudrais offrir à ton enfant pour lui permettre justement de démarrer avec les meilleures chances possibles sur ce chemin initiatique que tu essaies d'offrir aux participants de Spearfit et j'ai oublié le nom de l'autre. L'Oppidum. L'Oppidum, tu sais, voilà, c'est ça. C'était les cités fortifiées gauloises. D'accord. Ça s'appelait des oppidums. Comme Alésia, c'était un des oppidums de France, tu vois. C'est la terminologie. Je suis le parfait exemple de ce nivellement par le bas et j'ai oublié mes cours d'histoire de terminale probablement parce que j'ai séché la moitié de l'année. C'est quoi, j'étais cata là-dessus et c'est avec Brenos que j'ai réétudié tout pour. Cool. Bon, ça me rassure, du coup, je me sens moins seul. Mais donc, du coup, du système. Du coup, si tu as des conseils, déjà toi, ce que tu souhaites appliquer, puis des conseils que tu pourrais m'offrir et qui pourraient me servir pour l'éducation de ma fille. Écoute, je vais te donner des idées, mais des conseils, tu es plus avancé que moi dans l'action, donc je vais m'abstenir. J'ai une nièce depuis 1 an et demi et je trouve son éducation très intéressante puisque c'est mon frère et que c'est un énergumène aussi. Il y a plusieurs trucs qui me viennent tout de suite naturellement à l'esprit. Il y a une chose, c'est en fait le naturel sous plusieurs formes. Genre si l'enfant est un peu agressif, s'il est un peu comme ci comme ça, le laisser un peu faire son expérience, tu vois, son chemin. Le naturel dans le sens où, tu sais, les tortues quand elles naissent, elles savent ce qu'elles doivent faire. Elles vont dans la mer et elles vont se réfugier et tout. Je pense que mine de rien, tout optimisateur qu'on est, l'humain, il sait ce qu'il doit faire, quoi. Tu vois. Et en fait, je me rends compte à quel point, je sais pas. Par exemple, mon frère, il y a plein de choses sur lesquelles je pensais qu'il allait avoir des idées fixes. Et en fait, lui, son idée, c'est de laisser faire la nature, beaucoup. Mais de façon même au-delà de pas protéger certaines choses, tu vois. Il laisse beaucoup faire. Sur la santé, il va faire gaffe sur certaines choses, sur certaines choses peut-être moins. Mais ouais, du gros naturel en mode, tu sais, comme comme en Mongolie dans leur yourte et tout, quoi. Créer cette puissance. Je dirais, bon, moi, je mettrais pas mes enfants en école française telle qu'elle est aujourd'hui. Peut-être les écoles bilingues, j'ai l'impression que c'est les meilleures en ce moment. Parce que souvent, ils prennent des modèles mixtes. Sinon, ça sera homeschool pour moi, c'est clair et net. Et tu vois, moi, mon idéal, c'est ces grosses confrontations au réel. Donc, activité de groupe sans arrêt. Par contre, si mon gosse, il va être hyper smart ou hyper différent et tout, ben c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Je lui dirais, hey, tu seras incompris de 99%. Par contre, tous les après-midi, tu fais, soit tu vas faire de la natation, soit tu vas faire de la boxe, soit tu vas faire un club d'échecs, tu vas faire des trucs. Tu vas toujours dans les gens, tu vois, tu vas avec le peuple, tu vas avec l'humain, tu vas tout le temps. Par contre, quand on apprend, si tu dois passer ton bac à 14 ans, bah tu le passes. Non, j'ai rien à taper. Il n'y a pas de oui, mais il va être en décalage. Ouais. Je préfère que tu sois en décalage et que tu t'optimises, mais que tu aies passé tellement d'heures les après-midi avec les autres que tu sais partager ça, tu sais t'exprimer, tu vois. Donc moi je ferais bien cette dichotomie où l'excellence, mais ce qui m'a manqué, je pense, énormément de confrontation des très jeunes, tu vois. Alors, je pense l'autre truc que je voulais dire, c'est parce que ça, pour des gens qui méditent et tout, ça peut être un problème. J'ai vu des écoles en Angleterre où les enfants ils méditaient, tu vois, tous les jours. Et je voyais mon pote, son neveu et tout qui était là-dedans, il devait avoir 9-10 ans. Et en fait, intuitivement, pourtant j'étais à fond dans le bouddhisme à l'époque, je me suis dit, je pense que c'est une bêtise. Je pense que le gosse à 10 ans, il n'est pas là pour méditer et pour travailler sur son attention, sa vigilance et sa conscience réfléchie, tu vois, de lui-même. Je pense qu'il est là pour jouer au foot avec une balle en mousse dans la rue et pleurer et de tomber amoureux ou je sais pas quoi. Et ça, par contre, avoir l'impression, tu vois, le print dans sa tête que ses parents, ils ont un truc différent. Il sait qu'à un moment, il va évoluer différemment, et pour l'instant, on lui demande pas. Je pense que chaque âge
À chaque âge suffit sa peine. Et d'ailleurs, quand je parle à ma pote qui est prof Montessori, je lui disais, mais vous avez des trucs là-dessus? Et en fait, ouais, il y a des choses que tu fais pas avant un certain âge. Et il y a un côté très naturel. Donc, encore une fois, si on était dans des sociétés traditionnelles initiatiques, ton enfant, il grandit en groupe. Ton enfant, il n'y a pas que toi qui l'éduque. Il y a la grande famille, il y a les oncles, etc. Il y a beaucoup moins de pression sur toi. Il y a plus d'ouverture, tu vois, mentale. Et ensuite, ben, il y a des rites, quoi. T'as l'enfance, t'as l'adolescence, t'as l'adultité, t'as la parenté. Et à chaque étape, bah, tu dis, OK, maintenant, tiens, mon grand, t'as 14-15 ans, tu commences à te rebeller. Très bien. Déjà, tu vas commencer à bosser pour pas m'emmerder, pour voir ce que c'est vraiment ce que c'est d'être à ma place. Et deuxièmement, tu vas commencer à travailler ta conscience, ta sagesse et tout ça. Mais peut-être pas avant, quoi. Donc, juste respecter, tu sais, les âges. Les cycles. Ouais, voilà. De toute façon, la vie, c'est des cycles, tu vois. Il y a des moments où tu adresses plutôt telle partie ou telle partie, et puis tu progresses aussi comme ça. Il faut aussi accepter que tu peux pas tout faire de front, qu'il y a des choses qui t'appellent plus ou moins à certains moments, eu égard à ton niveau de développement intellectuel, de ta maturité, de tes passions, etc. Il faut l'accepter aussi, je pense. Mais il faut aller dans la puissance, tu sais. Il faut vraiment y aller, parce que sinon, tu te victimises. Moi, je l'ai eu beaucoup dans ma vie. Et par exemple, j'étais en conflit avec mon frère pendant très longtemps, jusqu'au jour où je me suis dit, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de conflit, mais ça a changé, où je me suis dit, genre, en fait, tu te victimises tout le temps, quoi. Et c'est pas comme ça que toi, tu vas grandir dans ta vie. Tu vas pouvoir apprendre de ce qui était bon, et aussi, tu vas pouvoir lui dire, genre, là, non, tu vois, là, stop. Et du coup, en fait, t'es même pas dans l'amour, parce que tu sais pas dire et donner ce qui est bon pour l'autre aussi, quoi. En disant ça, non. Et sur l'école à domicile, si tu veux, j'ai fait un épisode avec Nicolas Aignan, si tu as envie de l'écouter. Il est du coup, lui fait l'école à domicile. Il a aussi testé Montessori, école démocratique, et c'est assez intéressant. Par ailleurs, sur ce côté naturel, laisser libre les enfants d'aller explorer le monde, ils sont naturellement programmés pour explorer le monde. Tu mets un enfant dehors, il va adorer jouer avec la terre, jouer avec la paille. J'ai déjà dit plusieurs fois dans ces podcasts, mais moi je suis sidéré à chaque fois de voir à quel point ma fille adore aller dehors. Tu vois, il y a vraiment une attirance, et elle est pas faite pour vivre à l'intérieur à la base. On est des animaux quand même, faut pas l'oublier. Et du coup, moi je suis un peu dans ce lâcher prise aussi. Regarde, tu prends un caillou, tu le mets dans la bouche, bon bah ça a pas l'air bon, tu l'avales pas, quoi. Bon, pour autant, je dis ça, il y a quand même toujours des cas d'enfants qui vont aux urgences parce qu'ils ont avalé un caillou ou une bille. Donc je pense que la liberté n'exclut pas la surveillance. Mais ceci étant, je la laisse escalader l'escalier chez moi, mais je reste derrière elle, quoi. Comme dirait Emmanuel Macron. Ouais, peut-être. J'avoue, je regarde pas beaucoup la télé, mais et après sur la partie méditative, je pense aussi que effectivement il y a des âges, mais tu vois, je pense que l'acte méditatif, il peut être plus large que simplement méditer. Tu vois, ça peut être aussi simplement réussir à apprécier ce que tu vois autour de toi, apprécier un beau paysage, apprécier le moment présent, apprécier l'air qui remplit tes poumons, avoir de la gratitude. Ouais, pour moi, ça rentre quand même un petit peu dans cette logique d'observation, tu vois. Tu touches un truc qui est hyper important et pointu dans ce que j'enseigne avec Spearfit et qui m'agace, en fait. C'est que méditer, c'est devenu un mot fourre-tout. Méditer, c'est un outil précis, tu vois. Faire un travail de contemplation, faire un travail de gratitude, c'est un travail particulier. Méditation, c'est un outil où tu te mets dans un certain état, niveau statique, et après, tu as plusieurs types de méditation, tu vois. Mais c'est pour ça que je disais s'asseoir et respirer, etc. Je pense que pour un gosse, c'est pas la priorité. Par contre, lui faire développer sa perspective de vie et son intensité émotive, oui. Moi, en fait, c'est hyper important. D'ailleurs, là, tu verrais, vous aurez pas la vidéo, mais au fond, je dois avoir une 50aine de feuilles au mur. En fait, j'ai tout le système en développement constamment. Et j'ai voulu enlever tout ce fourre-tout et l'abstrait, en fait, du développement perso. Les gens savent pas du tout ce que c'est une méditation analytique, une méditation de placement, alors que ça vient de ça. Ça vient du bouddhisme tibétain, tu vois. Et je sais parce que je me suis coltiné pendant des années, tu vois, en stage. Et en fait, c'est concret, ça marche. Donc, ce que je veux ici enseigner tout le temps, c'est du concret, tu vois. Il y a des process, il y a des méthodes, et on peut la concentration sur la respiration, ça n'a rien à voir avec un travail de prière, avec un travail de gratitude, avec un développement émotionnel,
avec un travail de transformation de certains poisons mentaux, etc. Tu vois. En fait, j'ai essayé de faire un gros taf sur ça. C'est pour ça que ça me fait réagir, parce que c'est bien distinguer les outils. Et je pense que c'est quand tu sais, quand on manque de discernement sur les choses, où on le fait un peu au feeling. Et en fait, je pense qu'on peut vraiment élever tout ça. On a la connaissance, il faut bien la structurer, quoi. Non, tu fais bien de le rappeler. Et d'ailleurs, est-ce que toi, il y a d'autres, enfin, je suppose, t'en as déjà cité quelques-uns, mais des petits hacks, des routines, que des outils que tu utilises quotidiennement et qui te permettent justement de t'élever, d'être une meilleure version de toi-même et que tu voudrais partager à ceux qui nous écoutent? Ouais, bon déjà la lecture c'est dingue, hein. Moi je suis pas un grand lecteur, mais mine de rien, bah, finalement tu finis par accumuler. Mais je pense que en fait il y a les arts humains, c'est-à-dire non animaux. En général, c'est de la bombe. La lecture, ça demande le langage, ça demande l'imprimerie et tout, et c'est puissant. L'écriture c'est pareil. Mais non, bon, là concrètement, je voudrais dire euh, au niveau émotionnel, les deux trucs les plus naturels et puissants, c'est prière et gratitude. Ça te fait changer ta perspective de vie, ça te remet ton ego à zéro, ça te met bien, ça te fait te concentrer sur ce qui est important. En fait, ça fait tout, ça crée toute une cascade positive psychologique. Prière, ça t'oblige à pas être le roi du monde, à placer le mystère en toi, mais aussi à savoir, à être focalisé sur essayer de faire mieux, certes, tu vois, certaines choses. Tu vois, quand tu peux demander quand tu demandes des choses, tu focalises le mot et l'énergie vers certaines choses. La gratitude, tu recolores ta vie différemment. Tu vois, tu changes de perspective, tu travailles ta mémoire, ta visualisation, et ça fait du bien. Donc, je dirais prière et gratitude. Je le dis parce qu'en fait, on sait tous le faire enfin, naturellement. Et donc ça, c'est le hack number one. Le froid, le jeûne, c'est des hacks aussi, je dirais. Euh, et développer petit à petit un rituel matinal ou un rituel, c'est la base, mais ça demande un tout petit peu plus de taf, je dirais. Mais c'est important. Hmm. Ouais, la gratitude, c'est vraiment un bel outil et en plus, je trouve que ça permet justement de prendre plus conscience de tout ce que tu vis au cours de ta journée, tu vois, de pas Ouais, la traverser à toute vitesse sans voir le temps qui passe et t'arrives le dimanche et tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? ouais, Ça te tu permet travailles aussi de ta remettre de mémoire la et ta conscience dans ce que résilience, tu ouais. fais, tu vois. Ouais, et puis de remettre de la conscience du coup dans ce que tu fais, d'apprendre à apprécier aussi la beauté de tout ce que tu vis, de toutes les choses que tu vois, que tu partages, et puis même la reconnaissance d'être en vie, d'être en bonne santé, de respirer, la bonté de l'air que tu ressens dans tes poumons, etc. Donc c'est un outil hyper simple et en même temps que je trouve effectivement hyper puissant. Moi je la fais le soir dans mon lit avant de faire mes petits exercices de respiration pour dormir. Ouais, c'est Et, euh, nickel. et j'aime beaucoup ça. Et j'aime bien aussi, tu vois, tu parlais de faire une routine matinale. J'aime bien le fait aussi de ritualiser, tu vois, certaines choses, d'avoir une routine justement qui te demande pas une charge mentale où t'as pas besoin de réfléchir, tiens, qu'est-ce que je fais ce matin, etc. Où t'as pas besoin de mettre non plus d'énergie, de motivation et d'effort pour réaliser ce que t'as à faire parce que c'est inscrit dans tes habitudes que tous les matins tu fais la même chose. Tu sais que c'est acquis, tu sais que c'est grâce à ça aussi que tu démarres bien ta journée. Et donc j'aime bien ce côté un peu discipline, mais qui demande plus de discipline avec le temps parce que justement c'est devenu une Complètement. habitude. Ouais, complètement. Et en tant qu'explorateur du potentiel humain, je suppose qu'il y a encore plein de rêves que t'as pas encore réalisés, que tu aimerais faire dans les mois, dans les années à venir. Est-ce qu'il y en a 3 que tu voudrais partager avec nous? Alors, je vais réfléchir un peu, mais là, comme ça, je veux dire que, mec, je suis tellement dans mon chemin de vie en ce moment que non. Non, mais des rêves ou des expériences, tu vois? Ouais, non, Des mais là, choses j'ai que t'as pas l'impression encore que je faites. suis dans exactement ce que je dois faire, tu sais. Je suis genre Ok, dans le bouillon. parfaitement aligné. Ouais, enfin, en tout cas, je suis hyper enthousiaste sur mon quotidien. Mais euh, je pense que j'ai toujours faut que j'aille les chercher un peu, tu vois, là, au fond de moi. Mais je pense qu'il y a comme des petites fantaisies. J'adore aller dans un endroit que je ne connais pas et devoir m'y adapter pendant longtemps. Je voudrais faire 2 ans au Japon. Je voudrais faire 2 ans en Islande. Je voudrais faire. C'est des endroits où j'ai déjà été, mais où, tu vois, je veux vivre le truc. Hmm. Euh, je veux développer un groupe où on soit des milliers. Je veux vivre ce truc. Tu vois,
Ça, c'est des expériences sur lesquelles je dois travailler, mais je voudrais les vivre, ça. Je veux avoir des enfants. En fait, ça fait très longtemps que moi, je veux être grand-père. Je sais pas pourquoi, mais je veux être grand-père, quoi. Donc, c'est quelque chose dans ma vie que j'aimerais, dont j'aimerais faire l'expérience. Après, T'as au plus niveau, envie d'être grand-père que d'être père. ouais, j'ai souvent eu ça. Alors ça Ouais, commence c'est à marrant. changer maintenant, mais en fait, pendant des années, c'était, je pense que tu sais, c'est l'émotion, elle est différente. T'es un petit peu plus éloigné, t'es un peu plus sur un amour inconditionnel ou de la sagesse. Je sais pas. C'est un truc qui m'a toujours marqué. Euh, Après, sur la pure consommation de voyage ou d'expérience, franchement, j'ai rien qui m'excite de façon incroyable. D'ailleurs, j'en parlais à mon frère, je crois que c'est un peu pareil pour lui. On adore faire plein de choses, mais je veux construire et vivre, tu vois. Euh, j'ai pas besoin d'aller à la plage, j'ai pas besoin d'aller faire du parapente. Je m'en tape, j'ai pas besoin d'aller dans l'espace. Je le ferai avec grand plaisir et excitation, mais là, je veux construire. Je veux Hmm. construire, partager. Je veux être dans les mains dans le cambouis, tu vois. Faire ta trace, ton trou dans l'univers. Ouais, ouais, et le vivre, tu sais, tu mets ton cœur Ouais. dans la terre là et tu te connectes avec les gens et t'avances, quoi. Et tu disais que tu avais accumulé pas mal de lectures depuis que tu as commencé à lire, qui est d'ailleurs une belle invention humaine, effectivement, de transmission, toujours dans cette logique de transmission qui Ouais. va bien au-delà d'ailleurs des enfants et des petits-enfants, mais qui est peut-être un cadeau au monde et aux générations futures. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu voudrais m'offrir? Ouais, je vais voir ça. Juste pour revenir sur ça, en général, la société traditionnelle, elle a une transmission orale, oratoire. Par exemple, les druides. Il n'y a pas d'écrit des druides. Or, j'ai un super bouquin sur les druides d'ailleurs que m'a offert quelqu'un de Spearfit, euh, qui démontre vraiment l'étendue des connaissances qu'avaient les druides, puisqu'ils partageaient avec les Grecs, ils partageaient avec les Égyptiens, etc. Et bizarrement, on n'a rien, mais parce que leur tradition, elle était justement humaine, tu vois, dans le sens, elle était oratoire. Fallait être là, quoi. Hmm. Et ça, c'est hyper important, en fait. Mais moi, quand j'ai souvent un top 3, top 5 des livres et tout, et en fait, malgré tout ce que j'ai lu, il y a les bases pour moi, elles changent pas trop. C'est le pouvoir du moment présent, écartelé, Écartelé. le plus concret qui peut vraiment te chambouler. Après, ça dépend des tempéraments. Donc ça. Ensuite, j'ai pareil, ça dépend des types de gens. Je dirais pas pareil à tout le monde. Conversation avec Dieu de Neil Walsh. Le, je pense que ça peut ouvrir l'esprit de quelqu'un qui est un peu perdu ou qui sait pas trop s'il y a quelque chose d'autre, du mystère et tout. Je trouve que le mec Neil Walsh, l'auteur, je suis pas fan, mais son livre il est absolument dingue, je trouve. Et et pour des gens qui ont besoin de puissance spirituelle et qui ont besoin d'une grande claque, tu vois, donc il y en a beaucoup. Mais ceux qui sont déjà téméraires, pour moi, c'est pas le meilleur livre pour eux, ou les meilleurs livres. C'est tout ce qui est Osho. Au chaud? Ouais, Osho. Osho, c'était un grand maître spirituel indien, très décrié aux États-Unis parce que il jouait beaucoup avec le. Bon, il y a eu plein de controverses. D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc sur Netflix sur lui. Euh, Parce qu'en fait, il avait genre, je sais plus combien de dizaines de Rolex et de Rolls-Royce. Euh, et il jouait beaucoup avec ça pour emmerder les gens. Mais son message est très puissant sur la spiritualité. Je pense que c'est très fort. Donc je dirais ça. Après, si on veut aller sur du plus tangible, et donc peut-être, bah, je dirais Marc Aurèle, Les Pensées. Ah, ça, il faut l'avoir à côté de soi. Ouais, donc je dirais ça. Pour moi, ça, c'est des grandes bases universelles, tu vois. Cool. Pour démarrer un petit chemin initiatique Ouais, philosophique. Parfait. voilà. Et est-ce qu'il y aura un prochain invité que tu me recommanderais pour continuer cette conversation? Tu sais quoi, j'ai tout de suite pensé à mon frère, mais c'est parce que j'en ai parlé, mais parce que ça serait quelqu'un de tellement différent en fait de, je pense que ce que tu as eu, et des fois ça peut être assez intéressant, donc ça pourrait Carrément. être ça.
parce que lui a vécu genre dans une quinzaine de pays, histoire de vie complètement folle. Et Il s'appelle comment? Luc Ok. Rousseau, Luc Luc Rousseau. Doberman aussi tu peux trouver parce que et donc qui est pro en MMA, qui était bah il aurait le nombre d'anecdotes de vie. En fait lui ça serait tu vois la spiritualité par la vie toujours dans le concret, ultra concret tout le temps. Donc peut-être ça peut changer. Attends, je réfléchis 2 secondes si j'ai d'autres. J'en ai en tête, hein, mais ouais, je dirais ça. En plus, t'as pas mal de gens que t'as déjà invités. Et sinon, peut-être Léo de Wim Hof. Léo? Léo. Léo Pelagotti? Ouais. Ouais, j'ai déjà eu. Ah, tu as déjà eu? Ouais, Ah, ok. Parce que lui, c'est un très ouais. bon pote. Donc, Ouais, je l'ai vu à Paris lorsque j'étais monté une fois l'année dernière et on a fait Ah un ouais. super épisode sur la respiration du coup. Ah, ok. Bah lui, il est venu dans un de mes séminaires il y a un moment maintenant, un de mes premiers. Mais j'ai vu justement sur Instagram que t'avais fait un live avec lui aussi. Je l'ai pas J'ai écouté, je fait un t'avoue, live, mais j'ai fait une vidéo dans son. J'ai fait une vidéo dans mon séminaire et j'ai fait une vidéo sur son séminaire parce que j'étais allé le rejoindre aussi. On a fait plein de trucs. ils ont l'air super chouettes, ouais, justement ces séminaires justement qui mêlent plusieurs outils avec aussi cette notion du vivre ensemble, Ouais, etc. Dans ouais, des ouais. endroits super beaux. C'est très très inspirant. D'ailleurs, comment est-ce qu'on te contacte si on a envie de participer à un séminaire? Tu disais que tu faisais du coaching en développement personnel aussi. Est-ce que tu prends tout le monde? Ouais, Est-ce qu'il faut avoir certaines spécificités? ouais. Alors, j'ai donc spearfit.co. Ouais, je mettrai le lien de toute façon dans Ça, l'article. c'est la base. Après, donc moi, je réponds à tous les emails, je reçois pas mal. Instagram, c'est un petit peu le plus simple en ce moment. Et du coup, il y a les stages en présentiel, il y a les formations en ligne, qui pour moi, c'est vraiment entre les deux. Genre, quelqu'un qui n'a pas commencé, il faut faire le flambeau. Ça coûte pas C'est des grand-chose. formations qui te forment à quoi exactement? Enfin, je veux dire, Initier ton développement personnel ou faire un bilan. Là, c'est vraiment faire ok, le bilan. Et en fait, j'ai créé un cahier de travail qui est lié aux vidéos, tu vois. Donc, tu as un truc concret que tu écris et que tu remplis avec la formation vidéo. Reprendre le flambeau, par exemple. Tu revois ta santé, ta personnalité, ton bien-être émotionnel, tes rituels matinaux, ta philosophie, etc. Euh, pour moi, c'est ultra concret. Tu vois. Les stages, il n'y a rien qui remplace un niveau 1 parce que tu vois tout le système, tu deviens autonome et si tu as envie, ben, maintenant tu peux rejoindre aussi le collectif. Mais si tu n'en as pas envie, il n'y a aucun souci. J'ai plein de potes qui n'en font pas partie et qui ont fait des stages avec moi. Et sinon, oui, il y a le coaching en ligne. Je t'avoue que ça me plaît moins, mais c'est juste parce que moi j'ai envie de voir les gens, tu vois. Mais oui, sur le site il y est. Euh, Toi, il faut ok. que Donc tu viennes à un stage le, aussi. le premier pas, ça serait donc de suivre la formation en ligne Le Flambeau, et le second, ça serait de te rejoindre pour un séminaire. Là, t'en organises un sur l'île-Dieu, tu me disais. Ouais, ouais. Et sinon, tu t'inscris à la newsletter. Normalement, j'envoie un message, un email hebdomadaire. C'est un billet philosophique que j'écris, tu vois. Donc ça, Cool. si tu veux pas t'engager et tout, c'est déjà très bien. En plus, t'es tenu au jus, quoi. Mais ouais, les prochains séminaires, là, c'est fin mars et début avril sur l'île Dieu. Et ça va envoyer, pour te dire, au dernier séminaire, on fait à peu près 2 heures de philo par jour, 2 heures de méditation, 2 heures de sport. On a du bain de glace tous les jours. On a on a eu un module nocturne où on est parti pendant 4 heures à jeun en pleine nuit, en groupe de 3. Il fallait s'orienter avec simplement une boussole et un itinéraire. Tu vois, il y a toujours des expériences un petit peu nouvelles, différentes. Ouais, enfin, la respiration, méditation, ça en fait partie. On va dire même 3 heures entre la respi et la médite par jour. Donc, il y a plein de choses. Ouais, ça a l'air génial, ça me donne vachement envie. Après, ceci étant, dans cette logique d'harmonie, comme je te le disais, mon emploi du temps est pas mal chargé Ouais, ouais, là toi, pour t'as déjà pour plein de cette trucs première prévus, là. partie de l'année. Mais ça fait, j'ajoute sur ma bucket list, j'ai une bucket list des trucs que j'ai envie de faire et il y a pas mal de trucs. Bah, c'est nickel. Mais par contre, il y a pas mal de trucs, mais je les barre au fur et à mesure, tu vois. Donc, c'est pas des trucs qui restent comme ça pour plus tard, tu vois. Je les fais réellement. Donc, et ouais, non, j'ai vraiment envie de le faire. Ça a l'air vraiment chouette. J'ai hâte de découvrir
découvrir ton univers, un petit peu tout ce que tu partages. Et là, les quelques exemples que tu as donnés et cette belle conversation me laisse à penser que ça doit être un moment extraordinaire. Ouais, c'est le cas. C'est le cas, avec plaisir. Cool. Et pour terminer ce podcast, je te propose de faire un petit check-out. Tu vois, ça fait écho au petit check-in que tu as fait en début de podcast. Me dire un petit peu ce que tu en as pensé, s'il y a des pensées ou des énergies particulières que tu aurais envie de partager pour terminer cette conversation. Mais comme je te disais, moi j'adore parler, donc là je suis à fond, Comblé. de balle. Je vais pouvoir enchaîner sur un gros développement pour Spearfit là, et toujours très reconnaissant. J'adore partager avec quelqu'un qui a l'écoute et qui a envie d'être sur la même longueur d'onde. Donc là je me sens comme ça. Puis ça enthousiasme dans le fait de partager avec des humains et de se connecter, de vouloir avancer ensemble, de vouloir construire. Donc là, je me sens dans cette énergie-là. Carrément, moi ça me donne énormément d'énergie d'avoir ce type de conversation avec des gens comme ça qui sont animés, passionnés, qui se sont posés des questions, qui ont aussi trouvé des réponses et qui sont contents de les partager. Tu vois, justement, je vois vraiment ça comme un terreau. Qui est un terreau pour ma vie, tu vois, qui permet non pas d'avoir un arbre à planter chez toi, mais qui permet de participer à améliorer la pousse de mon arbre, qui est mon être personnel, tu vois. Et donc c'est une vraie richesse. Et je suis extrêmement reconnaissant aussi de cet outil qu'est le podcast, qui me permet justement d'entrer en contact avec des gens passionnants, tu vois, et d'avoir des vraies interactions humaines, tu vois, que ce soit pas simplement lire un livre ou suivre une vidéo, même si ça a ses avantages. Je trouve que le côté conversationnel a une vraie force, une vraie puissance, une vraie charge émotionnelle qui rajoute, tu vois, à l'enthousiasme et aux j'aime que tu peux en retirer et garder pour toi et pour ton avenir. Magnifique. Donc un grand merci Brian pour tout ce partage, pour ce temps. Et puis je te dis à très bientôt sur un des prochains stages Spearfit. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ton temps et merci à tous pour votre écoute. Je vous embrasse. Ciao. Hop, pas si vite. Avant de t'en aller, j'ai encore 2 petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage 2 fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet outro. À vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette Limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. À bientôt!